philosophie, sociologie, etc. Les rencontres zététiques, Florent Martin, qui est conférencier de ce soir, vous les présentera. Cette fois-ci, c'est donc sur 6 mois, et il y aura un deuxième semestre, mais on veut essayer de toucher un peu à l'actualité, donc on n'a pas fait un programme annuel. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 26 février, sur le thème « Mentir », avec une philosophe qui travaille en particulier en direction des enfants et qui fait de la philosophie dans les écoles. Et puis, un nouveau rendez-vous avec Paul Ariès, qui était déjà venu dans le cadre des rencontres sociétales il y a 2 ans, et qui revient avec la sortie de son livre « La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance », le mercredi 23 avril. Et puis, il y aura donc au deuxième semestre d'autres programmes. Vous êtes les meilleurs défenseurs de ces soirées, qui, pour qu'elles se poursuivent, eh bien, il faut qu'elles aient un succès. Donc, faites connaître autour de vous, si vous trouvez que c'est des soirées intéressantes, ces programmes. Et donc, je passe la parole à Florent. Un, deux, hop. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. J'avais prévu un micro-cravate et puis finalement on l'a pas branché. Donc il y a quelques manips peut-être où j'aurais besoin de mes mains. J'essaierai de poser le micro et éventuellement de brailler pour que vous m'entendiez. Voilà. Avant même de vous présenter, je voudrais qu'on fasse une petite expérience rapide pour que vous preniez la mesure de mon don et que vous me preniez un peu au sérieux pour poser un peu le personnage. Donc je vois qu'il y a des amis à moi qui sont ici, donc ils sont surtout par là, donc il me faut un volontaire quelconque. D'habitude on prend pour assurer que la personne est vraiment choisie au hasard, on jette quelque chose dans le public. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire une expérience avec moi? Je vais juste lire dans ses pensées. Vraiment n'importe qui, hein. Le monsieur qui est là, super. Voilà, donc le truc il est assez simple, hein. Je vais vous demander de choisir dans votre tête un nombre entre... Oh, vous avez besoin d'enlever votre veste, hein, j'ai juste besoin de vous voir. Vous allez me regarder, je vais vous demander de choisir, mettez-vous par là, je vais vous demander de choisir un chiffre, un nombre dans votre tête, un nombre de 2 chiffres, d'accord? C'est-à-dire entre 0 et 100. Oui. D'accord? Pensez bien à ce nombre dans votre tête, je vais poser plusieurs questions. Je vous demande de rester le plus impassible possible pour ne rien trahir. D'accord? Donc ne répondez pas à mes questions, essayez de rester le plus impassible possible. Vous avez choisi un nombre? Oui. C'est bon? Très bien. Je vais vous demander de vous donner une main. Voilà. Est-ce que... regardez-moi. Je pars des dizaines. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Maintenant, passons aux unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Très bien. Je pense que je sais de quoi il s'agit. Donc j'ai un petit calepin là, je vais noter mon score dessus. Voilà. Donc pour moi les jeux sont faits. Quel est votre nombre? 35. 35. Et pourquoi 35? Parce que je suis né en 35. Parce que vous êtes né en 35? Ah oui. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est... l'idée ce soir, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de reproduire ce genre de performance. Parce que je ne suis pas un chef de la mise en scène, moi, parce que justement, ma démarche est plutôt d'essayer de comprendre quelle est la mise en scène et de regarder quelle peut être son influence sur la manière qu'on a de comprendre les choses et de nous emballer. Quand on regarde un documentaire à la télé et quand on regarde un film, on n'a pas du tout la même interprétation des images
alors que ça reste des images sur un écran. Et il arrive qu'on puisse, si je vous montre quelqu'un qui se fait tuer dans un documentaire, vous allez trouver ça vraiment violent, parce que la mort réelle est rarement montrée à la télé. Alors que quand on montre exactement un épisode de Rambo où on voit 400 personnes se faire tuer en 2 heures, là pour le coup ça choque pas grand monde. Voilà, donc cette distance qu'il y a entre la réalité, c'est-à-dire ce qu'on nous vend pour de la réalité et ce qu'on nous vend pour de la fiction, elle est énorme dans notre manière de nous influencer, de nous bouleverser. Et donc il y a des expériences qui sont menées comme ça, où un peu comme je viens de vous le faire, ça relève de la fiction, c'est de la fiction, c'est de l'illusionnisme, et ça nous est vendu comme quelque chose d'authentique, de vrai. Et du coup, ça bouleverse énormément les gens. Dans les vidéos que je vais vous montrer, il y a des choses qui vont vous paraître, vous allez vous dire, waouh, c'est vraiment gros. Évidemment, dans le contexte dans lequel on est ici, où vous savez que c'est de l'illusion, vous allez vous dire, waouh, mais comment les gens ils peuvent marcher? Mais si je vous fais exactement ce même tour-là, que je vous explique que j'ai réellement des capacités de lecture dans la pensée, évidemment, c'est un tour magique et navrant. Celui-là, je ne vous l'expliquerai pas parce qu'il est utilisé par des illusionnistes professionnels qui sont honnêtes et qui disent qu'il y a un tour. Et je n'ai pas connaissance d'utilisation de ce tour dans un contexte frauduleux. Donc je voudrais d'abord rapidement vous parler de... donc je voulais juste attaquer par un tour rapidement pour vous mettre l'ambiance. Voilà, cette intervention-là, elle s'intègre dans un cycle de conférences qui est un peu plus large, qui s'appelle les mercredis remue-ménage. Et donc il y a 6 interventions en tout, il y en a 3 qui sont organisées par l'Observatoire zététique, enfin le festival est organisé par la mairie de Fontaine, il y en a 3 interventions qui sont faites par l'Observatoire zététique. Celle de ce soir, illusionnisme et imposture, il y a le 12 mars, le ravage des faux souvenirs ou la mémoire manipulée en thérapie par Brigitte Axelrad, et une autre qui sera le 21 mai sur l'astrologie et la science par Serge Brett-Morel. Et il y a 3 autres rencontres donc, qui sont croisées, hein, parce que c'est donc il y en a une chaque mois, et donc tous les 2 mois c'est l'Observatoire zététique, et le reste du temps c'est les rencontres sociétales qui ont lieu pas ici mais à la bibliothèque à côté. Et donc je regarde le programme, je vois, il en a parlé déjà, la réunion entière pour la prochaine. Donc je me présente rapidement, je suis Florent Martin, je suis membre de l'Observatoire zététique depuis sa création en 2003. Je suis informaticien dans l'industrie des semi-conducteurs et voilà, je pratique un peu l'illusionnisme de manière très amatrice, c'est-à-dire je connais à peu près, je connais pas mal de tours, mais j'en pratique pas beaucoup. C'est pour vous dire en fait le tour que je vous ai fait tout à l'heure, à quel point il est navrant, c'est que même moi j'arrive à le faire. Et donc pour présenter l'Observatoire zététique rapidement, c'est une association 1901 qui a été montée en 2003, qui a pour objectif de faire la vulgarisation de la méthodologie scientifique, de faire du développement à l'esprit critique, et on fait ça à travers, parce que c'est des sujets qui sont particulièrement emprunts à l'expérimentation et au biais et ce genre de choses. On fait ça à travers l'étude des phénomènes réputés paranormaux. Et on a donc pas mal de choses qui sont sur notre site web. Il y a un forum où les gens peuvent discuter, il y a des dossiers qui sont mis en ligne, il y a les résultats d'enquête et les comptes rendus d'expérience qui ont été menés, avec donc des sujets dits doués, les gens qui viennent et qui pensent par exemple pouvoir trouver l'eau avec un pendule ou soigner par imposition des mains, ce genre de choses, nous contactent souvent, ça vient de leur part. Nous contactent pour essayer d'y voir un peu plus clair dans leur pratique et soumettre ça un peu à la méthode scientifique pour essayer de voir ce qu'on peut en dire. Et donc c'est le genre d'expérience qu'on fait avec eux. Et puis donc après on anime des conférences, un stand à la fête de la science, des interventions dans les médias, ce genre de choses. Voilà. Donc je vous présente mes excuses par avance en fait, cette présentation, j'ai commencé à la faire, mon Mac a planté et du coup j'ai quasiment tout repris assez rapidement, donc il y a des animations, ça part un peu dans tous les sens et tout. Donc préambule, voilà, il y a plusieurs points que je voulais mettre à plat avant qu'on commence à discuter. D'abord, le titre qui est illusionnisme et imposture, ça ne veut pas dire que tous les illusionnistes sont des imposteurs. D'accord ? La grande majorité des illusionnistes, c'est des gens qui font des spectacles de magie, prétendent rien d'autre que le fait que ce soit de la magie, et ne laissent pas entendre particulièrement, ne sous-entendent pas qu'ils ont un don autre que celui de la manipulation. Autre chose, tous les sujets qui sont doués, je dis sujet doué, ça veut dire personne qui postule à
comment ça s'appelle, un talent en dehors de la norme, comme par exemple soigné par imposition des mains ou ce genre de choses. Tous les gens qui prétendent avoir ce genre de talent, ils ne sont pas illusionnistes non plus. Certains d'entre eux, et c'est ceux dont on va parler ce soir, sont illusionnistes et c'est juste ils oublient de le dire, quoi. Et donc ils emportent les gens sur des tours qui relèvent de la magie et pas de l'honnêteté. Autre point de détail aussi, à l'observatoire zététique, on n'a jamais eu affaire à ce qu'on appelle des charlatans, c'est-à-dire vraiment des gens qui ont conscience utilisent volontairement un truc pour bluffer les gens. La plupart des gens qu'on voit, c'est des gens qui sont intimement convaincus du bien fondé de leur théorie et qui viennent nous voir parce qu'ils sont honnêtement curieux. Autre cas, donc les cas qui sont présentés ici sont très largement documentés. J'ai des centaines de vidéos sur ces sujets-là qui sont montrées en long, en large et en travers. Je vais vous en montrer que quelques-unes. Donc si vous voulez de la doc sur un sujet particulier, on pourra en parler. Mais vraiment la grosse majorité des cas que je vous présente là sont vraiment plus que connus dans le domaine. Il y a un truc aussi auquel je pense qu'il est important de faire mention, c'est on peut se tromper de bonne foi et on peut tromper les autres intentionnellement. Et je pense qu'il y a vraiment une différence de psychologie parce que se tromper, c'est humain, ça peut arriver à tout le monde. Chercher à tromper les autres, ça atteste quand même d'un certain machiavélisme ou d'un certain cynisme. Les magiciens illusionnistes qui sont dans la tradition artistique, ils ont une charte, ils disent clairement, il y a un truc. Mais l'explication elle est réservée aux initiés. On ne la donne que si vous manifestez dans un club de magie l'intention de faire de la magie, on vous révélera les trucs, on vous apprendra à vous entraîner à les faire. Et donc la charte est assez claire là-dessus et assez bien respectée, bien qu'elle ne soit pas formelle. Autant que je sache. Et puis il y a les magiciens illusionnistes qui ne donnent pas d'explication, qui au lieu de donner une explication, au lieu de donner la vraie explication, ils en donnent une fausse, et une qui évidemment les met en valeur. Alors, donc au sommaire, on va peut-être pas tout faire, je ne sais pas, ça dépendra du temps, j'ai jamais fait cette présentation, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc il y en avait plein, j'en ai choisi quelques-uns. Sur ce qui relève d'authentique imposture, et quand je dis authentique imposture, c'est qu'ils ont vraiment tous été pris, ceux-là, en flagrant délit de tricherie, et pour exercer le truc, pour que l'effet qui se montre marche, ils ne peuvent pas se laisser piéger par eux-mêmes. Ils sont obligés à un moment ou à un autre de faire un truc qui montre que, manifestement, ils savent qu'il y a un truc et ils exercent ce truc pour bluffer les gens. Soit c'est pour gagner en estime, soit c'est pour gagner de l'argent. Il y en a qui deviennent riches à millions, et on verra, il y en a d'autres qui ne sont pas riches à millions, mais qui font ça pour gagner leur casse-croûte. Et puis des fois, il arrive qu'on arrive à se bluffer tout seul. Le troisième cas là, de fakirisme et Nurindajo, vous verrez, c'est un cas qui est un peu particulier. Mais quand la bonne foi ne suffit pas, il y a des gens qui vraiment se trompent, embarquent les autres avec eux, et pourtant, ils sont, eux, je pense, intimement convaincus. Ils peuvent se laisser bluffer par l'efficacité de leur pratique sur les autres. Vous le verrez assez concrètement tout à l'heure. Donc voilà, pour les authentiques impostures, il y en a un, le premier, le plus célèbre, un assez célèbre, c'est Peter Popoff, c'est un téléévangéliste américain. Il fait des conférences dans des stadiums, vraiment, il en a fait une à San José, il y a eu plus de 20 000 personnes, c'est énorme, vous allez peut-être le voir dans la vidéo qui va suivre. Il explique donc qu'il reçoit ses pouvoirs de Dieu et il peut guérir, apporter de la fortune. Et donc il prend les gens, il s'approche des gens comme ça qui sont une personne âgée par exemple qui a vraiment un problème à marcher ou qui a un cancer ou quelque chose comme ça. Il invoque Dieu, il touche la personne tombe, recule et puis vous allez voir c'est assez impressionnant, je vais vous montrer la vidéo. Et donc il explique que il vend un paquet de trucs sur son site web. Et il a déclaré banqueroute en 87, après que sa fraude ait été mise en évidence par James Randi, un illusionniste américain qui s'attaque justement à démystifier ces phénomènes. Donc j'ai pas eu le temps de sous-titrer les vidéos, donc je vais peut-être un peu baisser le son et puis je vous raconterai au fur et à mesure ce qui se passe. J'espère que ça ne sera pas trop pénible.
Donc voilà, ça c'est le James Randi en question. Et je vais lancer la vidéo à 40 secondes parce qu'il ne se passe rien de super intéressant avant. During the 1980s, I entered a world that I found filled with fantasy and rife with abuse. The world of fake healing. I developed a special interest Voilà, vous avez le genre de salle dans lequel named Peter il Paul. exerce. God told me, he said, you smack that cancer with your fist. At the Quand time, il reçoit des messages divins, nearly $4 million il reçoit des messages divins et on ne sait pas trop. Enfin, il explique qu'il se tourne vers quelqu'un dans la salle et dit mais vous vous appelez Céline. Are you ready for God to burn that cancer out? Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu sorte ce cancer de votre corps? La pauvre amie Back chapelle. off. Back off, devil! Sors de ses corps, Satan. Hallelujah! Hallelujah! You really believe you're healed? Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment guéri? Oui. You think your cancers are gone now? Yes, I believe that because God never lies. Est-ce que vous pensez que ce cancer est parti? Réponse oui, parce que Dieu ne ment jamais. Now you're going to have a soul of victory in your heart. Amen! To his followers, Popoff seemed to have divine powers. Alors, ce qui bluffe vraiment les gens, Is it cool? That was cool. c'est qu'il s'approche des gens et il dit des choses sur eux, des choses qu'ils ne pourraient pas savoir comme ça. As well as the afflictions they come to cure. God is touching that thyroid condition right now. Voilà. Il montre la God dame is du doigt touching your nerves right now. et il lui dit, God is il touching sait your quelle est eyes. sa pathologie. Your hands, get ready, here it comes. Levez les mains. He also knew the personal details of their Vous lives. connaissez les détails personnels sur les gens. Everything is so prophetic, he's going to be completely delivered because of your prayer, because of your faith. Here it comes, complete healing in Jesus' mighty name right now, right now. Là, il est soif. Hein. Des fois, il brutalise vraiment les gens en fait, au moment de la délivrance. Popoff's revelations were other than divine. The radio scanner we brought to the hall picked up a decidedly worldly source. Hello, Kitty, can you hear me? Alors voilà, ça c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que des fois il s'approche des gens comme ça, il leur dit « Et donc vous habitez à Mélan, 47 avenue du Vercors » et du coup les gens sont bluffés, et donc c'est censé, ces informations lui viennent de Dieu quand même, hein. Donc évidemment c'est normal qu'ils puissent le savoir si c'est Dieu qui parle. Le truc c'est que c'est pas vraiment Dieu qui parle en réalité, c'est il a une oreillette, HF, dans l'oreille, et c'est sa femme qui lui souffle les informations au fur et à mesure, et c'est des informations qu'elle a récoltées en faisant remplir des formulaires avant la conférence auprès du public. Et donc là, en montant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que James Randi, il s'est pointé à cette conférence avec un scanner radio. Il a balayé toutes les fréquences, et il est tombé sur la voix de la femme de James Randi, qui lui souffle les commentaires en live. Et donc ce que vous allez entendre, c'est ça. Et la première phrase qu'elle vient de dire, là, c'est, elle dit « Hello, est-ce que tu m'entends ? Si tu m'entends pas, tu vas avoir des problèmes. » Et oui, on peut facilement le You faire. can't, you're in trouble. Il faut bien qu'il y ait une trouble. Popoff was being prompted by his wife Sa femme lui through souffle a les wireless fréquences. earpiece. Écoutez ce que ça donne. John, Julie Johnson. She'd gotten her information from prayer cards filled out by the faithful before the show began. You want to get rid of this walker, sister? peut-être arthrite. Qu'est-ce que vous Oh, voulez? Lord, how long have you been walking on that walk? Combien de temps avez-vous utilisé sur le marché? She was 1627 10th 1627 10th Street. Street? That's right. She has arthritis all over. Burning this arthritis right out of your body. Take a few steps just to make the devil mad. Donc elle a l'arthrite, il lui enlève son marcheur. A little bit, there she goes. Just Et il la fait one marcher. knee. Oh, glory to God, she's not going to need that walker anymore. God's just putting new strength, new health. Dieu vous donne un nouveau courage, une nouvelle force. Marchez un petit peu pour rendre le diable furieux. For another broadcast of a miracle crusade on the Tonight Show. But this time, the wireless prompting was included. In 1987, Peter Popoff declared bankruptcy. Voilà, donc comme je vous le disais, il a déclaré banqueroute en 87 après la diffusion de cette vidéo, parce que quand cette vidéo a été montrée, en fait,
cette vidéo a été montrée dans un show très connu aux US, ça a complètement détruit sa réputation. Alors on peut se demander aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien aujourd'hui, en 2005, son église, parce qu'il a recréé une église, il est revenu sur le marché, son église a déclaré 23 millions de dollars aux impôts, et son revenu cumulé, donc qui s'accorde avec sa femme et ses 2 enfants, totalise environ 1 360 000 dollars à peu près de revenus annuels. Et surtout, son entreprise est passée au statut donc de religion, et donc est maintenant exonéré de taxes, et il continue à prospérer avec exactement les mêmes mécanismes. Voilà, dans la cour de ceux qui marchent bien, enfin qui marchaient bien dans son cas, il y en a, je ne sais pas si vous connaissez parce que ces produits sont assez connus. Les encens qu'il vend sont à peu près disponibles dans à peu près tous les magasins qui vendent de l'encens et qui sont un peu des magasins, des librairies ésotériques ou ce genre de choses, là où vous pouvez acheter des pendules ou des trucs un peu nature comme ça, magasins. Vous trouverez ce type d'encens avec Sai Baba. On le reconnaît assez bien en fait parce qu'il a une coupe un peu à la Jackson 5 qui est assez imposante et toujours une tunique orange safran. Et donc c'est un maître spirituel qui est... Donc moi j'ai vu un paquet de vidéos de lui et dans ce paquet de vidéos il y a des vidéos où il est vraiment assis devant un parterre mais vraiment de milliers de gens, c'est stupéfiant. Surtout de voir le comportement des gens par rapport à lui. C'est pas du tout comme Peter Popoff qui est considéré comme un homme qui certes a une connexion avec Dieu mais reste un homme. Lui il a le statut divin quand même. Parce qu'il a la propriété de faire apparaître le vibhuti, par exemple, la cendre sacrée. Hein. Donc, ses fidèles se mettent devant lui, tendent les mains, et lui, de nulle part, il fait apparaître de la cendre comme ça et en donne à ses fidèles. Donc, il utilise des techniques d'illusionnisme qui sont vraiment navrantes, hein, dont on va parler. Je ne sais même plus ce que j'ai sélectionné comme vidéo. Et on va regarder ça. Voilà, donc aux yeux du public, Sai Baba est un faiseur de miracles, et ce talent vient étayer ses prétentions au statut de Dieu vivant. Nombre de ses disciples et même certains de ses détracteurs croient qu'il possède vraiment des pouvoirs paranormaux. Au fil des années, il a matérialisé une foule d'objets, des montres, des bagues ou des colliers. Donc un truc qu'il fait, c'est qu'il tourne la main comme ça et un objet apparaît. Pour les rationalistes, les petits villages sont la ligne de front du combat entre la superstition et la science. Aujourd'hui, Narendra Nayak, un autre grand rationaliste, prend la parole pour montrer quel tour de magie se cache derrière les pseudo-miracles de Sai Baba. Il y a quelques années, Sai Baba a accompli un miracle en public. Il a présenté ses mains vides avant de les agiter en l'air. Et après, elle tenait une chaîne. Ses 2 mains étaient vides, les doigts bien écartés. Il tenait sa main comme ça, tout le monde la fixait des yeux, et c'est là qu'il a fait apparaître une chaîne, comme par miracle. Narendra explique que la même technique est à la base de l'une des démonstrations les plus connues des gourous, la matérialisation de la vibhuti, la cendre sacrée chez les hindous. C'est un tour de passe-passe bien connu des illusionnistes. Le grand Sai Baba de Puttaparthi donne de la cendre sacrée à ses disciples. Sa main est vide, il l'agite en l'air comme ça, et quand il la redescend, il tient de la cendre venue de nulle part. Normalement, les hommes dieux la donnent avec une seule main, mais moi, j'utilise les 2. Comment est-ce possible? C'est très simple. Comment cachez-vous la vibhuti dans vos mains? Je la cache entre la paume et l'index, comme ça. Alors, chose qui dit pas, c'est que vous pouvez faire des briquettes de cendre en la compactant, ce qui fait qu'elle garde une certaine tenue, vous la glissez entre les doigts, vous pouvez montrer vos mains vides comme ça, en fait, elle est tenue entre les doigts. Vous devez prendre l'air détaché pour que personne ne se doute de ce qui se passe. Et quand vous agitez la main en l'air, vous l'écrasez, comme ça. Voilà, vous effritez la briquette et Ce n'est pas si facile que ça. Ça demande de l'entraînement. D'accord. Tous les faiseurs de miracles autour de la main avant de faire quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Pour que les gens ne voient pas les doigts bouger parce que la main tourne. On exige des croyants une foi absolue. Lors des fêtes en l'honneur de Shiva, les hindous semblent renoncer de leur plein gré à leur liberté intellectuelle.
et leur foi va bientôt être récompensée. Soudain, il apparaît. Le lingam doré, symbole de l'être suprême. Et pour les disciples dans l'assemblée, c'est un authentique miracle. Est-ce que quelqu'un a compris le tour là? Du côté des rationalistes, Bessaba Prenante commence lui aussi à se sentir mal. Il souffre, il a mal au ventre. Il avait ça dans son corps. C'est un truc de régurgitation que connaissent de nombreux magiciens. Certains peuvent avaler une pierre et la recracher. Oui, il la régurgite. Mais lui, il ne le fait plus. Pourquoi? On voit que maintenant, il tient une serviette à la main. Et il l'approche de sa bouche. Oui, parfois, il boit même une gorgée d'eau dans un verre et là, il met l'œuf dans sa bouche. Et on le voit vomir. Oui, parfois, il mélange un peu les deux méthodes comme ça. Il le cache dans sa serviette, il fait tous les gestes. Et il le laisse tomber par terre. Voilà, fabuleux. En fait, moi au début j'avais vu que les tours où il le sortait de sa serviette et c'était tellement en avant, je m'étais dit c'est pas possible et tout. Et c'est après en voyant ça que j'ai compris qu'il faisait avant d'être vraiment vieux, il faisait de la régurgitation. Et en effet, en Angleterre, j'ai vu un spectacle avec un gars qui régurgitait des boules de billard. C'est incroyable. Voilà, donc aujourd'hui il est mort, il est décédé en avril 2011. Ses funérailles ont été célébrées en Inde, dans toute l'Inde, avec vraiment un grand faste. Ce qui fait controverse chez lui, en fait, c'est qu'il faisait l'objet de pas mal de poursuites pour pédophilie. Et il n'a pas été poursuivi, notamment parce que pas mal de politiciens l'ont soutenu, en fait, et ont fait diversion pour pas qu'il le soit. Alors lui, c'est Uri Geller. J'avais un petit speech avant que j'avais fait, j'ai pas eu le temps de le refaire dessus. C'est un illusionniste, il est d'une famille hongroise et je ne sais plus quel autre pays aussi. Il est né en Israël, il a fait sa vie là-bas. Il a fait l'école de prestidigitation de Tel Aviv, donc c'est clairement un magicien. Hein. Il a même été, il me semble avoir lu quelque part aussi qu'il serait parti d'Israël suite à des poursuites qu'il avait eues parce qu'il était pour fraude. Et ça demande à être confirmé ça. Il a exercé dans pas mal de pays. Il a tenté de venir en France et en fait il a été accueilli par Gérard Majax. Et quand il a commencé à faire ses tours dans des émissions de télé, dans des soirées mondaines, ce genre de choses, il y a un truc qui est bien, c'est que si vous allez dans une soirée mondaine et que vous tordez par la force de la pensée les clés de la Ferrari de quelqu'un de connu, il ne manquera pas d'en parler à absolument tous ceux qui connaissent en disant ah, c'est incroyable, je te jure, le gars a tordu le truc par la force de la pensée, il touchait à peine la clé, j'ai vu se tordre sous mes doigts, sous ses doigts. C'est incroyable, ça vous fait le pub d'en faire, sauf qu'il s'est pointé sur une émission de télé en France pour faire ça. Il y a Gérard Majax qui était dans les coulisses. Et tout ce qu'il avait fait en 1 heure avant, Gérard Majax l'a refait en 5 minutes avec une amplitude 1000 fois supérieure devant tout le monde. Ça lui a tout de suite fermé les portes en France. Pof, il est passé au pays suivant. Il a fait ça partout. Aujourd'hui, il est millionnaire, on le voit, il pose souvent. Il posait souvent avec Michael Jackson. Et il a fait pas mal de spectacles à la télé, un peu dans tous les pays, notamment en Israël. Alors, James Randi, américain aussi, quand Uri Geller est arrivé aux États-Unis, il s'est intéressé à son cas pour essayer de comprendre ce qu'il faisait. Et dans la liste des tours qui sont pathétiques, Uri Geller, il est pas mal. Hein. Lui, encore une fois, il est aussi riche à millions. Donc, je vais vous montrer un bout de vidéo où il parle de lui. The magical thinking, is a slippery slope. Sometimes it's harmless enough, but other times it's quite dangerous. Personally, I'm opposed to that kind of fakery, so I have no reservation. Il est magicien lui-même, hein, donc c'est pour ça qu'il démystifie les gens qui utilisent la magie sans le dire. I've investigated the claims of hundreds of psychics.
People aren't always happy with my conclusions. Il a fait beaucoup d'enquêtes sur des sujets deep sea. In 1986, I was honored with a MacArthur Award. Unfortunately, Et parmi toutes les enquêtes qu'il a fait, il s'est intéressé donc à l'Eurobond, against a series of libel suits. ce qui lui a valu pas mal de procès, en fait. Controversial investigations. Et tout l'argent qu'il a gagné en écrivant son bouquin sur Galère est à peu près parti dans les frais d'avocat qu'il a eu pour lutter contre le procès. His remarkable affinity for metal and his psychic abilities are well documented all over the world. In the early 1970s, Geller became a superstar. Au début des années 70, il est devenu vraiment très très connu. Il a fait vraiment la couverture d'un paquet de magazines. Ça, c'est une démonstration qu'il a fait dans une émission de télé, une des émissions de télé dans laquelle il a été invité. I'm going to show what I got. And if I'm wrong, then I'm wrong. But it really came very strongly. Donc il a demandé à la personne de faire un dessin, et lui en se concentrant, il a essayé de le reproduire. Il dit ça pourrait être deux montagnes avec un ballon dessus. Je sais pas trop. Am I wrong? You're right. I'm wrong. Est-ce que j'ai bon? Oui, j'ai bon. On va bien sortir son dessin. C'est assez bluffant. I know you're going to think this is a setup, friends, and old Tom has never conned you on anything. This guy, Ça, c'est une tension clé. Il prend une clé, il met son doigt dessus, et on voit la clé se tord. We started out, and it's coming up on 45 degrees now, and still moving. You're thinking bend, is that what you Yes, I'm saying bend. You're saying bend. Et donc dans sa tête, il dit tord-toi, 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 et la clé va se tordre. But Geller was best known for his way with spoons. Hold the tip of the spoon very, very gently. What I'm doing is I'm trying to melt the metal down. Yes, you see, I feel it. It's This is going. getting loose. Yeah. And there's no force at all in my hand. Yes, It look looks like this. There's no force at all. Look, the whole, you see it's The whole becoming thing's ready to plastic. fall off. It's, and touch it here when I'm stroking it, there's absolutely That no... isn't Gary. I have a wisdom tooth. If you can say it, the level is beginning to crack here. It's breaking. Yeah, see, look, it's becoming, it's like cutting glass. See, look, and keep stroking it here. Look, you see the, no, don't, you see the crack is becoming bigger. Yep. I melt the metal down, so I want it to bend, I just say bend. You melt it. See? Now wait a minute. Keep stroking your keys more, and keep it at home. Want your watches to start working, or if there is a radio that is broken, want it to start working. Television broken, just wanted all those broken things. Now, What Geller was saying, effectively, was that wanting things could make them so. I felt that claim had to be challenged. The media, even some scientists, were taking the Geller phenomenon seriously. So I decided Il y a beaucoup de médias et même certains scientifiques qui prenaient ça au sérieux, en fait. these effects using trickery. Et voilà, il va vous montrer comment il fait ce genre de choses. That it looks like it's bending. Il y a différents moyens de montrer qu'une clé est tordue. Just by stroking it, Il you suffit swear. de toucher un peu la clé comme ça, et on a l'impression qu'elle se tord devant vous. Magicians call this process ratcheting. But to do this, the key Pour faire has ça, to be bent. il faut que la clé soit tordue en avance. The hard part, of course, is how to Ce go qui est about difficile, c'est bending comment est-ce qu'on fait pour tordre une clé devant without letting quelqu'un them catch you. sans que les gens le voient. I could, for example, take it and press the tip Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est prendre la clé et l'appuyer sur le dessus de la table. shifting my Ou chair alors, je pourrais reculer un peu ma chaise, et dans ce mouvement, I could have taken it and dropped it below the level of the table and le mettre pressed it sous ma chaise et chair appuyer I'm dessus. sitting on, which is exactly Ce qui est what I exactement just- ce que je viens de faire. Did I fool you? Voilà. Il vient de tordre la clé devant nous en faisant mine de reculer sa chaise. Mentalists have been Personne n'a rien duplicating compris. hidden drawings for years. If a Voilà, il y a un autre tour typique sur les. Si vous voulez que je vous montre, tiens, j'ai des cuillères là, vous voyez, c'est des cuillères normales. Moi, ce que je vous propose, c'est de la tordre. Donc, regardez. Il suffit de la tenir comme ça entre ses doigts, d'accord ? Et il faut que vous vous concentriez en essayant de la faire fondre, d'accord ? Essayez, vous frottez bien, d'accord ? Essayez comme ça et dites-lui, tords-toi, tords-toi, tords-toi. Regardez, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Non, parce que vous ne dites pas tords-toi. Regardez, la mienne est déjà presque... Regardez la mienne.
Elle est déjà presque molle. Regardez, vous voyez à quel point elle est souple? Regardez bien. Regardez, je la touche à peine là. Je la touche à peine. Elle se tord, il faut bien frotter. Tords-toi, tords-toi. Regardez. Est-ce que vous voyez bien? Alors ça, c'est extrêmement difficile à faire. Ça demande beaucoup d'énergie mentale. Accordez-moi 3 minutes pour me reposer. Évidemment, ça demande à ce que les cuillères soient préparées en avance. Comme j'avais oublié de le faire, je l'ai sorti de mon sac et je l'ai fait pendant que vous regardiez la vidéo. Le truc, il est assez simple. Vous prenez une cuillère bon marché si possible, parce que celles qui sont bon marché, elles sont évidemment moins épaisses. Et il suffit de la prendre et de la plier comme ça. Là, vous la pliez une fois, vous la redressez, vous la pliez un peu dans l'autre sens. Vous faites ça 2-3 fois. Et à un moment, vous allez sentir que ça devient vraiment plus mou. Et à ce moment-là, il faut vraiment la redresser, mais doucement, parce que sinon, elle se casse directement dans votre main. Et vous allez vous trouver dans une position... Ah, ça y est, je crois que je suis déjà allé trop loin. Je vais essayer de la relever un peu. Voilà. Donc là, elle tient encore. Ça a l'air d'être une cuillère. Évidemment, quand je donne plusieurs cuillères à inspecter, je garde pour moi celle qui a été préparée. On va s'en dire. Donc là, si on la regarde comme ça, la cuillère, elle a l'air encore en bon état. Par contre, ce qu'on voit si on regarde de près, c'est qu'elle est abîmée. Mais c'est pas grave, parce que ça ne se repère pas vu qu'on a les doigts dessus, vu qu'on est en train d'essayer de la faire fondre. Et regardez dans cet état, en faisant 3 allers-retours, comme je vous ai montré, il suffit que j'en fasse un de plus, et la cuillère se casse. Voilà. Donc c'est navrant, mais ce tour-là, il l'a fait. C'est ce qui l'a rendu millionnaire, ça. C'est ce qui l'a rendu millionnaire. Voilà. Il y a un autre tour aussi, comme ça, on se demande comment est-ce qu'il fait pour les dessins, et James Randi, je ne montre pas toute la vidéo parce que je ne sais plus exactement ce qu'il y a derrière. Il pose une question toute bête, c'est pourquoi, si pendant que la personne est en train de faire son dessin, pourquoi est-ce qu'on se retournerait, pourquoi est-ce qu'on mettrait la main sur ses yeux si on est retourné? Et en fait, la réponse, elle est simple, c'est que dans la main, il a un petit miroir. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se met comme ça, et il regarde dans son petit miroir qu'il a empalmé. C'est bête. Et il y a un tour qui est encore plus drôle que ça, où il a été levé, où il y a un programme télé où ils avaient envie de faire ils voulaient lui faire une caméra cachée, et en fait, avant la caméra cachée, il a commencé à faire des démonstrations dans une pièce qui était saturée de caméras, qui était là pour lui faire une blague. Et en réalité, donc, ces images, quand elles ont été diffusées, elles ont été récupérées par les sceptiques, et on voit tous ces tours tellement ils sont en avant. Et il y en a un qui est fabuleux, où il est assis sur une chaise, comme ça. Il est assis sur une chaise en train de discuter avec une dame, et la dame, il lui dit, bon écoutez, vous allez faire un dessin sur votre papier, là, et moi je ne regarde pas, et pour ne pas regarder, ce qu'il fait, c'est que il se tourne comme ça, il tourne sa chaise, en fait, et il fait genre, je ne regarde pas. Donc il tourne sa chaise, mais il se remet de côté, et il se masque les yeux avec les doigts. Donc en fait, il est face à la dame, il est juste, ses jambes ne sont pas du bon côté, mais il est toujours face à la dame, et il regarde à travers ses doigts. Oui, mais ça a marché, ça a suffi pour la dame, parce que psychologiquement, elle se disait, il ne regarde pas, parce que d'abord, on a envie de lui faire confiance, on se dit, bon, ça va être un charlatan quand même, il y a pas beaucoup de gens qui feraient des trucs comme ça. On se dit, il ne peut pas avoir le culot d'eux, et si, il suffit d'avoir le culot. Voilà. Il y a une autre blague, j'allais dire, une blague, je ne sais pas si on peut ça appeler une blague, mais... je ne sais pas si renforcer la conviction. J'ai le son, mais il n'y a pas la vidéo, on va balancer la vidéo avec le lien, peut-être. C'est l'ordre du temps solaire, ça vous dit quelque chose, l'ordre du temps solaire? Voilà. Donc l'ordre du temps solaire, ils ont fait un... Ok, je vais l'ouvrir à la mano. Excusez-moi. Voilà, l'ordre du temps solaire. Renforcer la conviction des adeptes, tout. Vous avez entendu parler du carnage et ce genre de choses qu'il y a eu ici, dans le Vercors. Et j'utilisais, j'en dis pas plus en fait, je vous joue la vidéo parce que c'est assez parlant. Les moyens sont bons, même les trucages. Et souvenez-vous, le Graal, Melchisédek. Les cérémonies de l'ordre du temple solaire, pour les plus fidèles, se terminent avec l'apparition du Graal. Bien sûr, les adeptes ignorent tout des trucages qui leur permettent de voir en vrai une telle apparition. Des trucages fort utiles pour masquer les dérapages des jeux. Ainsi, lorsque Jody Monroe met enceinte par accident une de ses adeptes,
Il fait croire au miracle et annonce la venue du futur Messie. Lors d'une cérémonie, il organise une véritable mise en scène et féconde la future maman du bout d'une épée. La réalité, évidemment, est moins poétique. Si on prend cette épée, de ce côté-ci, qui a une apparence complètement ordinaire, on retourne l'épée, on se rend compte qu'au bout, il y a une petite lumière rouge. Vous avez un fil qui court tout le long de l'épée. Vous arrivez à un interrupteur et une pile. Bricolage archaïque, mais suffisant pour faire croire à l'Immaculée Conception. L'enfant, une petite fille appelée Emmanuel, grandira dans le respect et la dévotion des adeptes. Voilà. Étonnant, hein? C'est pas étonnant, c'est même stupéfiant. Il y a un autre dossier qui est pas mort en fait. Moi je pensais en fait en faisant ça que c'était un vieux truc et en fait ça existe encore. Ça s'appelle la chirurgie psychique et c'est une pratique qu'on voit essentiellement aux Philippines et au Brésil. Au Brésil ou en Argentine? Au Brésil il me semble. Et donc l'idée, pour certains, la pratique a un peu évolué, hein, mais pour certains l'idée c'est de dire qu'ils sont touchés. Donc ces médecins prétendent être en connexion avec l'au-delà, et notamment être habités par l'esprit d'un authentique chirurgien alors qu'ils disent ne pas l'être, et qu'à cette occasion, ils arrivent à opérer les gens, et surtout les opérer d'une manière qui est assez étrange, au sens où ils n'utilisent pas d'instruments, ils ne le font qu'avec leurs mains, et que ça laisse pas de cicatrices. Donc on les voit sortir des petits bouts de choses un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit du sang qui apparaît, après ils sont obligés de nettoyer et il n'y a pas de cicatrice derrière et c'est assez étrange. Donc je vous préviens, si vous êtes sensible, prenez conscience que c'est bien une illusion, hein, parce qu'il y a du sang qui apparaît partout. Je ne sais pas si je vous fais le tour avant ou après. S'il y a quelqu'un qui est sûr de ne pas avoir une tumeur, je veux bien l'opérer. Est-ce qu'il y a un candidat qui veut se faire opérer? J'ai une table de chirurgie parfaitement stérile ici. Ah, on a un candidat. Donc je vous demande d'enlever votre veste, déjà, je ne vais pas vous opérer habillé. On s'arrête à la veste? Non, enlevez votre t-shirt, vous avez le torse nu. Ah, j'espérais qu'une dame se propose. Ne faites pas le coup de l'épée. Alors, je vais mettre ma blouse blanche pour avoir l'air plus sérieux. Allongez-vous. Voilà, parfait. Bougez pas, non, je vais la mettre. Je vais m'occuper de tout, ne vous inquiétez pas. Ça serait dommage de salir votre pantalon. Je vais vous mettre une serviette pour éviter de vous couvrir vos vêtements. Voilà. On va déplier comme ça. On va faire en sorte que... Essayez de la rentrer un peu dans votre pantalon peut-être ici. C'est bon? C'est parfait. Est-ce que vous êtes bien là? Voilà, magique, j'ai passé la nuit. Bon, on va s'occuper de ça. Donc toute l'opération commence par un petit peu d'une sorte... Il faut commencer par presser un peu ici et on va faire une incision. Donc. Voilà. Je crains que ça ne soit le doigt. Il va falloir un peu chercher votre tumeur. Ne regardez pas si vous êtes sensible. Voilà. On va fouiller un petit peu plus profond là. Je crois que je sens quelque chose. Je sais pas exactement.
Pas que je tiens quelque chose d'autre. Ça reste dedans. Je vais nettoyer un peu ça, je suis désolé, hein, ça colle un petit peu. Hein. On va se débarrasser de. Essayer de vous nettoyer le ventre autant que possible. Voilà. Il y a un petit peu de nombril, hein. Voilà, donc vous pouvez constater qu'il n'y a absolument aucune cicatrice. Si vous prenez une petite douche, ça va suffire pour nettoyer le sang. Le post-opératoire, alors pas tout. Voilà, vous voilà guéri, monsieur. En pleine forme. Et moi, je me suis bien pourri les mains. C'est une formation longue en chirurgie. Alors, donc l'explication est assez simple, en fait. Hein. Il faut invoquer l'esprit de Gaïa. Alors, je suis tombé sur des vidéos, en fait, où on voit vraiment, et c'est là où moi je me laisse toujours bluffer, c'est que dans ce genre de situation, si vous voyez, je ne sais plus si dans la vidéo qu'il y a là, on voit, je crois que oui, on voit des interviews des gens qui expliquent comment ils font, justement. Et ils ont l'air vraiment sincères. Ils ont l'air vraiment sincères. Et c'est la raison pour laquelle on garde à l'esprit à l'Observatoire zététique, quand on fait des expériences de ce genre-là, que l'apparente sincérité, ça ne doit pas être un argument, quoi. Je garde ma blouse, moi. Si vous vous sentez mal, monsieur, appelez un vrai médecin. Je suis tombé sur quelqu'un qui avait l'air en forme, heureusement. Alors, la plupart des gens qui vont voir les médecins philippins comme ça, c'est des gens qui, bien souvent, sont diagnostiqués incurables pour la médecine scientifique. Hein. C'est-à-dire les gens ils sont en phase terminale de cancer, la médecine scientifique leur dit bah, voilà, on ne peut plus rien pour vous, et bon, bah, quand il n'y a plus d'espoir, ça ne coûte rien, vous allez les voir eux. Hein. Enfin, ouais, je sais pas combien ils font payer. Je vous joue la vidéo et vous verrez. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Voilà. Est-ce que vous avez mal dans le cou? Donc le gars dit non, mais ça ne va pas l'empêcher de vous lever le cou quand même. Vous voyez bien. Regardez tous les gestes. Quand vous êtes à licence, c'est d'en mettre un peu plus partout parce que c'est plus visuel. Un petit bout de tumeur. Encore un petit coup. C'est ça, le fil. On va avancer un peu parce que il est frappé dans tous les sens. Voilà, l'explication, je vais vous la donner. J'ai deux vidéos, je ne vais pas vous passer des vidéos toute la soirée non plus, mais il y a d'autres démonstrations, donc on voit que le gars, au moment où il met sa main et qu'il est censé percer l'abdomen, on voit une explosion de sang, littéralement, hein, ça part, ça inonde le plancher et tout.
la raison de cette explosion, en fait, elle est assez simple, c'est qu'au moment où il fait mine de se laver les mains dans un bol d'eau, en réalité, dans le bol d'eau, il y a une sorte de petite poche dans laquelle il y a du sang et des abats de poulet. Pourquoi on sait que c'est du poulet? Parce que il y a des magiciens qui se sont fait opérer plusieurs fois pour essayer de comprendre ce que c'était que cette histoire. Ils ont récupéré les petits bouts de tumeur qu'on leur avait enlevés, ils les ont fait analyser, et ils se trouvent que c'était pas humain. Déjà, c'est pas cool d'avoir une tumeur, mais une tumeur d'un poulet, on peut. Donc voilà, moi je l'avais évidemment confiné dans la serviette que je lui avais posée sur la poitrine. Donc pourquoi une serviette rouge? Parce que voilà, ça c'était le petit sac, c'est au fond une petite pochette dans laquelle on met des vis. Et comme j'ai mal préparé mon truc, j'avais pas grand chose, et pour la tumeur, vous n'avez pas fait gaffe sur le coup, mais ça c'est un bout d'éponge avec laquelle je fais la vaisselle que j'ai coupé aussi. Mais bon, quand c'est rouge, et vu de loin comme ça, je vous la montre, je vous la secoue, et regardez-moi ce petit bout de viande. J'aurais dû couper les angles. Voilà. Et ça fait le job. Ça fait, c'est juste donc le faux sang, par contre, ça laisse un peu le frein. Voilà, donc ça bluffait les gens. J'ai un nombre insensé de vidéos que j'ai donné sur le sujet, c'est vraiment troublant. Et ce qui est troublant, c'est de voir à quel point les gens qui se font traiter par ce genre de thérapeute-là ressortent convaincus que ça y est, c'est bon, ils sont guéris, quoi. Voilà. Et donc souvent, il y a une iconographie autour de la salle avec des entrailles de Jésus et ce genre de choses. Et donc, je ne sais plus à quelle c'était des vidéos, mais on voit dans la vidéo des praticiens qui expliquent très clairement que leur don, que c'est absolument pas de la magie, que leur don émane de Dieu, et quand on les voit témoigner, c'est vraiment bluffant de sincérité, quoi. Ça fait de la peine. Il y en a un autre qui est bon aussi dans le genre, c'est le Maître Zou. C'est un guérisseur Qigong. C'est une émission américaine où il est présenté. Je vous avance un peu la vidéo. Voilà, donc il traite cet enfant blond qui avait plusieurs maladies immunodéficitaires. Voilà, donc ça c'est la pratique du monsieur. Here crackling in my chest. I didn't feel that good sometimes, and I was coughing a lot at night and in the morning. My mom would have to give me cough syrup. Avant, je toussais beaucoup, et depuis que je vois mon médecin, maintenant ma mère n'a plus besoin de me donner mon sirop parce que ça va beaucoup mieux. Et donc ce qu'il fait, le truc là, c'est qu'il met une serviette sur la poitrine de l'enfant. Et donc ce qu'il explique, c'est qu'il envoie son énergie avec sa main, et que c'est cette énergie qui va venir le guérir et faire chauffer la serviette. Et quand la chaleur est insupportable, il a convenu avec le praticien, le gamin dit chaud, et le praticien bouge la serviette pour le brûler ailleurs. Master Zhou seems to create the heat only with his hand. Voilà. Master Zhou a l'air de créer la chaleur seulement avec sa main. Et en effet, donc là, quand vous voulez arriver à crédibiliser cette histoire, plutôt que de montrer ça, plutôt que de faire la démonstration à un illusionniste qui serait foutu de connaître autour, ce que vous faites, c'est que vous allez voir un scientifique, vous lui demandez de mettre sa blouse blanche, comme ça a l'air plus sérieux, et vous refaites la démonstration. Et alors là, plus vous sortez de l'équipement et plus c'est intéressant, donc vous allez sortir une caméra infrarouge pour montrer que manifestement ça chauffe vraiment. Le scientifique, qui en plus d'avoir sa blouse blanche a une belle barbe, examine le fait que la feuille d'aluminium n'est pas truquée, que le truc n'est pas truqué, donc il trempe un peu, donc il n'a pas regardé, il a vu qu'il y avait un bol d'eau, quoi. Il trempe un peu la feuille dans l'eau, et là il applique ses mains, et maintenant avec la caméra, on voit que la température augmente. On a demandé, si vous voyez ça à la télé, est-ce que vous ne dites pas, mon Dieu, pipe en boyard, est-ce que c'est pas la preuve que ça marche? Non? Hein? Ça, c'est une preuve quand même.
Alors, en plus du scientifique en blouse blanche, il y a un truc qui marche super bien aussi, c'est faites venir un huissier de justice. Parce que lui, il n'est pas plus compétent que vous en magie, par contre, il va mettre le coup de tampon certifié conforme, qui rend le truc encore plus crédible. Voilà. Alors, le tour, je vais vous l'expliquer, je l'ai reproduit chez moi. Ça s'appelle de l'hydroxyde de sodium, hein, et vous le posez sur une feuille d'aluminium, et ça crée une réaction chimique exothermique qui fait de la chaleur. Moi, j'ai essayé chez moi. J'ai essayé en mode pas trop fort au début, parce que... Mince. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai mis donc le produit en question, il est relativement facile à trouver pour une raison qui est simple, c'est que c'est en gros le débouché que vous avez chez vous. Ah, je relance. Et donc vous mettez ce produit, donc vous diluez ce produit en fait dans de l'eau, d'accord? Vous le posez sur une feuille avec les doigts quand même, hein, tout de suite. Ça dépend de la concentration. Moi, je voulais vous le refaire ici, et puis je ne l'ai pas fait ici pour une raison qui est simple, c'est que j'ai pas eu le temps de vraiment investiguer la concentration qu'il fallait bien. Donc j'ai essayé avec un truc relativement dilué, et après avec le truc relativement dilué, j'ai laissé la feuille, le papier qui était la feuille de sopalin que j'avais mis dessus, qui était imbibée, a gonflé tellement la réaction était commençait à prendre lieu, et la feuille de... j'ai laissé le truc comme ça 1 heure, ça a en effet fait de la chaleur, et, et la feuille de papier aluminium a quasiment disparu tellement elle a fondu sur l'acide en fait. Et ça je l'ai fait avec un truc relativement dilué. J'ai pas observé une chaleur aussi forte que celle qui monte là, et si j'avais fait quelque chose de moins dilué, je sais pas si j'aurais eu le courage de mettre les mains dedans. Je sais pas combien de temps on peut tenir comme ça sans se laver les mains après. Enfin bref, si Monsieur Zou pense que c'est vraiment le pouvoir de ses mains qui fait, je l'invite à essayer de boire le bol d'eau dont il a dit c'est sûr pas avant. Voilà, donc là on était vraiment dans des escroqueries où il y a vraiment la vie des jeux qui est engagée. Là il y a un exemple qui est un peu moins frappant, hein, qui est une expérience qui a été faite par la BBC, une expérience quasiment de psychologie sociale, où ce qu'ils essayaient de faire en fait, je vais vous en parler un petit peu avant parce que je n'ai pas les sous-titres et ça serait pénible à vous traduire en live. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fabriqué une rumeur de lieu qui était une sorte d'entrepôt dans lequel il y aurait eu un patron qui était relativement violent et qui aurait été mort en se faisant renverser par une charrette de mémoire. Hein. Et donc il y avait toute une histoire comme ça qui a été brodée. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un site web qui raconte l'histoire de cette maison. Et ils ont mis à l'intérieur de la maison en question différents tableaux avec le nom des personnages et tout. Et ils ont fait toute cette histoire et ils ont mis ça en ligne sur Internet. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté des voyants et ils leur ont demandé, voilà, on va vous emmener dans une maison, d'accord, qui se trouve à tel endroit et tout. Et on va vous demander, est-ce que vous sentez des vibrations ou des choses comme ça, ou est-ce qu'en tant que médium, vous êtes capable de capter ce qu'il y a dans cette maison et nous le raconter. La question qui se posait, c'est, est-ce que les médiums, ils vont arriver en toute bonne foi et capter et raconter ce qu'ils sentent, ou alors est-ce qu'avant de venir dans la maison, ils vont là faire une petite recherche sur Internet pour voir s'il n'y aurait pas des informations à pêcher. Et donc il y a deux techniques, hein, qu'on peut utiliser en voyance, hein, éventuellement. C'est le cold reading, c'est-à-dire vous ne connaissez absolument rien de la personne, mais vous tentez de deviner ou vous balancez des propositions relativement générales dans lesquelles les gens pourraient se reconnaître. Ou alors il y a le hot reading, la lecture à chaud, qui consiste à connaître des informations sur la personne par avance parce que vous avez fait une recherche et de faire mine de les découvrir. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Et donc ils font venir 3 voyants. A parapsychologist who spent 15 years hunting the ghost hunter. Donc je vais avancer un peu. Voilà, donc ça c'est le site web qu'ils ont fait, Chocolate Factory. Ça c'est les sites web. Et donc ça serait le manager de l'usine avec un nom, George Bull. He was maimed, he had his legs cut off in an accident. He was supervising a delivery here at the chocolate factory and getting il accueillait une livraison
Et ces deux jambes ont été coupées par la charrette quand les chevaux sont partis du cours. Les trois médiums mariés. She's given me the name of George. I've got the name George. George. It was George. Ils ressentent tous le nom de George. I planted on the chocolate factory website a week ago. I feel like he was quite angry about something as well. I think they might. Je sens qu'il est en colère. And I'm curious to see if they'll repeat any more of my fake history. Est-ce qu'en plus du nom, ils vont capter autre chose de la fausse histoire? George's made-up surname. And what a terrible accident when he lost both legs to a pair of stampeding cart horses in the factory loading bay. It's very busy down here, very, very busy. I feel like we're on a race course here, watching the horses going up and down. Yeah, watching horses going up and down. Because the horses are not very safe. On voit des chevaux dans cette allée. So he may have got kicked by a horse. He went down. It was the horse that put him down in some way. You sure? Yeah, I'm sure about that. Voilà, qui s'est fait écraser par des chevaux. It would be great if you could go to a trance. I think, okay, I could probably go to some trance, but not full trance. Voilà. Donc pour en savoir plus, elle va essayer de rentrer en transe complète pour essayer de... George, did the horses hurt your legs? Yes or no? Les chevaux vont renverser. Astonishingly, Goldie has actually summoned the ghost of my made-up factory manager. Her deception is almost complete. You okay? Oh, sorry. You okay? Yeah, I think so. What I'm really interested to get out of this is some surnames, if possible, to try and kind of pinpoint these people. Okay, she's giving me Bull, Dog, Bull, Dog. So what's his name? I've got George and I've got Bull. Quel est son nom? George, j'ai George, je capte George et je capte Bull. Seems to be relying solely on squeezing me for information. Can you get a surname for George? Surname doesn't begin with J. No. So, I've decided to show him the fake manager's portrait I planted. Je lui ai montré la photo du faux manager. As a name plaque, George Bull. Avec sa plaque, George Bull. George. 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 You getting that country? Do you know the initials of his second name? Bit Big. Yeah. Bit Bob. It was. That's what Bob. Is that the guy? Yeah. That you've been telling? Yeah. You sure? Yeah. Positive. 100%? Yeah. 101%. 101%. Il est sûr à 101%. Without any help from me, Philip has already identified a fat, angry manager called George who has an accident. I'm curious to see. Il a identifié un manager qui était gros, qui s'appelait George, qui a eu un accident. Is this guy George Bull? Yeah, I'm sure. But Bien sûr, c'est bien lui. if we can get an earlier picture of him, it might confirm it even more. But in your heart, you're sure? Yeah, and it felt like the owner of the place when I linked in with him. And the description feels, because I felt quite big. Philip, can I tell you something? Go on. This history here is entirely made up. Cette histoire est complètement That picture fabriquée. is just a random picture we found. That we Ça, c'est une photo au hasard qu'on a trouvée sur Internet. George Bull is an entirely made up name. Et ce nom a été complètement fait de rien. We chose the surname Bull for a reason. It's all entirely made up. Okay, no bullshit. Okay. I want to break the news to Goldie, but she's done such a good job of retelling my fake story. I've decided to put on a special treat for her. Donc il dit, elle était tellement, elle a fait tellement un bon travail que pour lui révéler le fin fond de l'histoire, je me suis dit que j'allais faire une petite mise en scène pour elle. Enfin, je vous passe la suite parce que c'est pas, enfin, dans la suite, il révèle le truc et c'est un peu humiliant pour les médiums en question, donc c'est pas l'objet de la... Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu cette vidéo, c'est que
les gens ont l'air vraiment sincères. La fille, elle pleure là, quand elle rentre en transe. Elle prend la voix de la personne et c'est... Si je devais juger de son honnêteté, bah, je me dirais que oui, c'est sincère, quoi. Voilà, il y a une autre, alors ça c'est beaucoup moins engageant, hein, évidemment. Est-ce que vous avez entendu parler de la force de Coriolis? Est-ce que vous avez entendu parler de cette démonstration qui est faite à l'équateur? Est-ce que vous savez d'abord que l'eau dans votre évier ou dans vos toilettes ou dans votre salle de bain, là, elle tourne toujours dans le même sens? Oui. Et vous savez que dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens? Vous le savez ou vous en êtes sûr ou Ça dépend de la forme du récipient. Voilà, ça en fait c'est une légende urbaine, c'est pas du tout le cas. Parce que, et donc souvent les gens en général quand on parle de ça, quand vous avez la démonstration à la fête de la science, quand on parle de ça, et quand on fait la démonstration, quand on parle de ça devant des élèves, la maîtresse ne manque pas de dire oui, ça s'appelle la force de Coriolis. Et c'est vrai, la force de Coriolis, ça existe, hein, mais ça s'applique à des échelles qui ne sont pas celles de votre évier, quoi. Donc ça marche bien à l'échelle d'un continent qui est survolé par des zones nuageuses ou ce genre de choses. Mais à l'échelle des 12 litres d'eau qui sont dans votre évier, ça ne s'applique absolument pas parce que les forces qui sont en œuvre, les forces de frottement et la symétrie de votre évier est infiniment plus influente que la force de Coriolis. Et pourtant, pour valider en fait cette idée qu'on nous a expliquée, si vous allez dans une zone proche de l'équateur, on ne montrera pas que vous faire la démonstration. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'équateur est matérialisé par terre par une ligne, et on vous fait cette démonstration-là. Donc là, vous voyez la ligne, elle est sous ses pieds, hein, la ligne rouge. Donc elle a un levier, elle explique que quand on est sur l'équateur, mais pile poil sur l'équateur, l'eau, quand elle tombe, elle ne fait pas de vortex ou de tourbillon. Elle tombe tout droit. Et donc on va pouvoir le voir tout de suite. J'avance un petit peu parce que... Voilà. Et là, ça va faire la démonstration. Donc regardez bien. Elle met des petites feuilles à la surface de l'eau pour montrer. On voit bien si ça tombe ou pas. Et on voit bien que, regardez, ça s'écoule sans vortex. C'est clair. Maintenant, prenons la petite table. On fait 5 mètres vers le sud. On re-remplit l'évier. Ça tourne dans le sens horaire. Vous voyez, tout près? Incroyable, parce que c'est vraiment, si je joue à quelques mètres, hein, en fait. Hein. Hop, maintenant on va faire la même chose au nord. Vous voyez, il y a des panneaux et tout, c'est organisé quand même. Hein. C'est pas un... Enfin, les limites, ça a été financé par l'Office du tourisme, hein, c'est pas impossible. Hein. Allez, on enlève. Donc voilà, c'est QFD. Donc vous voyez qu'à peu près tous les touristes qui sont autour, vous avez tous leur téléphone à la main pour immortaliser ce moment. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est la preuve par A plus B que c'est vrai cette histoire. Moi, j'en parlais à un collègue et je lui ai dit, tu sais, l'histoire de la force de Coriolis. Il me dit, bah, qu'est-ce que tu racontes, espèce de zététicien borné, idiot. Je l'ai vu de mes yeux vus, je suis allé à l'équateur, il a fait la démonstration. Donc je disais, bah oui, mais moi aussi j'ai fait la démonstration à la fête de la science. On expliquait qu'on avait loué 2 mètres d'équateur, hein. Bah, pas plus, hein, parce qu'on donc on avait au milieu du stand, on avait mis un bout de Chatterton, hein, en disant hémisphère nord, hémisphère sud. Donc on montrait aux gens les vidéos que je viens de vous montrer là. Et on leur disait, ben voilà, pour vous montrer la force de Coriolis, j'avais un petit évier installé pareil et tout. Donc on faisait la démonstration là. Et en effet, ça tournait bien dans un sens à l'hémisphère nord et dans l'autre sens à l'hémisphère sud, et ça allait bien tout droit quand on était sur la ligne.
Incroyable. Et du coup, les gens disent ah bah oui, tu vois, donc la preuve que c'est confirmé. Voilà. Évidemment, je me suis pas embêté à revenir avec l'évier ici. Déjà, j'avais peur de mettre un peu de la cendre partout avec Sai Baba, du sang partout avec ça, et je ne voulais pas pourrir le sol non plus. Le truc, il est très simple, on le voit en fait, la dame quand elle remplit l'évier, soit vous versez l'eau sur la gauche de l'évier, soit vous versez l'eau sur la droite de l'évier, et en fait, ça crée une sorte de micro-courant. Et ce micro-courant, au moment où vous débauchez la bombe, s'amplifie, et c'est parti mon kiki. C'est pour ça qu'il commence par la démonstration sur l'équateur, parce que si vous laissez l'eau reposer suffisamment longtemps, en fait le phénomène, l'évier se vidange sans rien, quoi. Voilà. Alors il y a un autre exemple, c'est quand la bonne foi ne suffit pas. Là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est, je pense, des gens qui ils sont victimes d'un tour, mais ils n'ont même pas conscience eux-mêmes de ce tour-là. Et vous allez voir, le premier exemple, c'est l'illustration même de ce que c'est que la bonne foi, quand on se laisse embarquer dans sa propre croyance. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a ça s'appelle les Kai Masters, Kai en référence au cri en fait, utilisé par les praticiens d'arts martiaux au moment de la frappe. Alors selon les théories, pour libérer de l'énergie ou ce genre de choses. Donc il y a pas mal de... Souvent ce qu'on voit dans les pratiques d'arts martiaux comme ça, c'est ce qu'ils appellent des katas, c'est-à-dire des démonstrations en bouge et tout, qui sont, pour certaines pratiques, ont pour objet de canaliser la force, ou de faire circuler l'énergie dans son corps, et qu'après on pourrait projeter cette énergie. Et certains, alors bon, c'est que quand on a passé un certain âge et qu'on est vraiment... il faut au moins avoir une barbe blanche, hein, sinon ça ne marche pas. On peut projeter cette énergie et contrôler les gens à distance. Le truc, c'est que quand ils font ça dans les écoles de karaté, ils font ça tout le temps avec leurs élèves, et je vais vous montrer à quoi on arrive. Et en réalité, ça c'est donc un maître. Voilà, donc ça c'est le monsieur en question, qui, vous voyez, regardez bien, les étudiants n'ont pas le temps de s'approcher, ils frappent dans l'air, et les gens tombent directement. Donc je pense que lui, il devait s'entraîner là-dessus, de fil en aiguille, ils se sont retrouvés dans une situation où les élèves sont complices du maître, c'est-à-dire ils ressentent vraiment, ils ont vraiment l'impression, et le maître, à force de voir que ça marche, ben, il est convaincu que ça marche. Alors là, les écritures qui sont affichées par-dessus, c'est que ça explique que vous avez le droit de combattre, vous devez payer pour combattre contre le maître, d'accord? Donc si vous voulez faire un combat contre le maître, vous avez le droit, mais ça vous coûte 5 000 $. D'accord? Mais, si vous gagnez, je vous donne le double. Alors, je ne pense pas qu'il en ait fait beaucoup des combats comme ça, et je pense que celui que je vais vous montrer là, à mon avis, ça a été le premier et probablement le dernier. Parce qu'il y a un gars qui ne fait pas partie de l'école, hein. Et lui, c'est un combattant MMA, c'est-à-dire d'arts martiaux dans lequel l'efficacité pragmatique prime. Et donc voilà, il vient de signer le contrat, donc il se prépare. Donc en noir, le maître, en blanc, le challenger. Donc lui, il réunit ses forces. On sent que le gars avec la tunique blanche, au début, il ne sait pas trop où aller. Donc il tâte le terrain. Ah, pour bien le rater. Donc là, il doit être un peu surpris, papy, parce que... Il dit, c'est marrant, ils ne veulent pas comme d'habitude. Alors le truc, c'est qu'il lui a mis une claque, là, et il a pris... donc il a le nez qui saigne. Alors il demande un petit break. Je vous rappelle que 20 minutes avant, il se battait contre 20 personnes et qu'elle volait dans les airs. Voilà, bon, je vous passe la suite, il s'est défoncé la tête. Donc, vous pouvez la retrouver facilement en ligne, cette vidéo. Et il y en a plein, en fait, des démonstrations comme ça. Si ça vous fait marrer, vous me dites après les sujets qui vous ont fait marrer, je peux vous sortir d'autres vidéos avec des démonstrations. Il y en a une, si je l'ai ici. Il y en a une qui est assez impressionnante où on voit une vingtaine de personnes qui sont en file indienne les unes derrière les autres, comme ça, qui se soutiennent les épaules. Et en face, il y a un gars qui, avec une main comme ça, pousse le groupe et il y a les 20 personnes qui tombent, mais qui tombent en faisant des roulades arrière et tout, et qui s'arrêtent. Donc c'est assez, impressionnant. Et je pense que les gens ils se laissent embarquer par... quand les gens jouent le jeu avec vous, en leur disant
je vais projeter ma main comme ça, tu vas sentir, tu vas sentir que tu tombes en arrière. Les gens le font. Ils sentent en effet qu'ils sont attirés en arrière, quoi. Et du coup, et puis plus ça va, et puis plus on joue le jeu, plus on sent que vraiment on est attiré en arrière. Et de fil en aiguille, je pense qu'on se retrouve vraiment dans ces situations où je pense que les élèves vraiment ressentent ça. Peut-être que jouent un peu le jeu à force d'habitude. Je pense que le maître, lui, il est convaincu qu'à chaque fois qu'il fait ça, le gars, il s'envole, donc il est convaincu d'avoir un pouvoir, il n'a pas de raison d'en douter. Au point de mettre de l'argent sur la table, quand même. Voilà, il y en a un autre. Donc moi j'ai discuté avec pas mal d'hypnotiseurs qui font ce genre de choses, notamment dernièrement sur des émissions. Là, et ce qu'on voit aussi, c'est que il y avait un café science à Visible hier soir qui parlait d'hypnose, et j'en discutais avec deux anesthésistes et une praticienne, donc hypnothérapeute. Elle me disait que si les gens, quand ils sont en catalepsie entre deux tréteaux, comme la vidéo que je vous montrais là, les gens sont hypnotisés, la preuve que l'hypnose, ça fonctionne. Voilà ce qu'on voit à la télé. Chaque partie de votre corps correspond à un chiffre. 1, c'est le bras droit qui devient lourd, très lourd, de plus en plus lourd. 2, la jambe gauche. 3, la jambe droite. 4, le bras gauche. Et 5, les yeux se ferment, c'est dormir au sommeil. Le corps devient de plus en plus lourd, c'est dormir au sommeil. Se ferme, se serre, se durcit, se colle au corps, et phénomène de compression. Le poing se ferme, se serre, se bloque, se verrouille. Le bras se durcit et se colle au corps. La cheville droite, la cheville gauche se serre, se bloque, se verrouille, et le corps se durcit de plus en plus, de devient comme il va se faire. Il se durcit de plus en plus. On le prend par l'épaule droite, on le prend par l'épaule gauche. 1, 2, 3, l'énergie est en vous, et le corps monte de plus en plus haut. Vous le lâchez. Le corps s'arc-boute dans cette position, il devient dur comme il va se faire. Et le corps monte de plus en plus haut. Il monte, bloqué, verrouillé. Dans cet état, le corps devient de plus en plus dur comme une barre de fer. Il durcit de plus en plus, il monte de plus en plus haut. Le corps monte de plus en plus haut, de plus en plus haut. On le pose au sol, on ne pose pas la tête. Le corps se détend, comprenez. Se met en droite. Vous allez refaire surface. Vous vous réveillez. Merci. Je vous pose une question. On ne pose pas les demoiselles. Vous posez combien? 50 kilos. 50 kilos. Je pèse 103 kilos. Mon Dieu, Montez un genou sur vos genoux. j'ai rien senti. J'ai rien senti. On a l'impression d'être dans un nuage de coton. Oui. C'est sincère. Et je n'ai rien compris. Je vous ai entendu, mais je ne sentais plus mon corps du tout. Et par contre, quand on se relève, on est, comme dirait l'autre, à l'ouest. Quand l'esprit est ailleurs, le corps ne souffre plus. Waouh! Non? Pas waouh? Quand même un peu waouh, non? Ça, il y a... Donc voilà, ça c'est rendu comme la preuve ultime en fait de l'état hypnose, qui permet en fait de transcender ses capacités corporelles au point de faire ce genre de démonstration, chose qui serait impossible de faire si on n'est pas hypnotisé. Donc comme je suis moi-même un grand hypnotiseur, je vous propose de refaire l'expérience parce que j'ai amené mes tréteaux magiques. Est-ce que mon cobaye préféré, maintenant qu'il a vu sa tumeur, si je suis désigné d'office, je ne peux pas résister. Est-ce que Marina voudrait enlever ses chaussures par exemple? Oui. Voilà. Alors moi je me suis fait mal au genou. Oui, c'est pas grave, tu auras juste à te tenir debout. Non, t'as vraiment mal au genou ou tu penses pouvoir monter dessus sur lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de tester? Je vais monter dessus. Voilà, vous allez vous faire monter dessus par une charmante jeune fille qui passe à votre femme en rentrant. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un d'autre. Monsieur, vous voulez bien me donner un coup de main? Donc voilà, vous allez vous mettre juste devant moi, en fait, là, face à moi. Monsieur, approchez-vous. Donc non, vous allez vous mettre de l'autre. Attendez, on va regarder. Ouais, on va vous mettre dans ce sens-là. Et j'aurais besoin d'une chaise. Si tu peux approcher ta chaise aussi. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je ne vais absolument pas vous hypnotiser, vous n'allez absolument pas regarder mes yeux, vous n'allez absolument pas n'écouter que ma voix, et votre corps va quand même devenir dur comme une barre d'acier. En fait, c'est très simple, ce que vous avez à faire, c'est vous avez juste à vous tenir bien cambré, bien cambré, raide, d'accord, et on va vous poser entre les deux tréteaux. Donc plus vous êtes cambré, et plus la position est confortable.
Donc mettez-vous là, mettez-vous en face de moi, donnez-moi la main. On va se mettre comme ça. Laissez-vous tomber en arrière, on vous retient. Bien cambré, bien cambré, bien cambré. Plus cambré. Et plus vous êtes cambré, et plus la position est confortable. La tête bien en arrière, les bras le long du corps. On le pose là. On va approcher le tréteau. Et vous êtes cambré, votre corps est comme aspiré vers le haut. Donc là, ce qu'on voit à ce moment-là, vous pouvez lâcher, hein, il tient tout seul. Ce qu'on voit à ce moment-là, en fait, dans la vidéo, c'est que comme la fille n'est pas assez cambrée, la présentatrice, il lui met la main dans le dos, il lui dit votre corps est aspiré vers le haut, et si vous mettez la main en plus vers la tête, la personne se cambre vraiment. Est-ce que cette position est pénible? Je ne resterai pas la nuit. Pas la nuit. Bon, alors comme c'est vraiment pénible, on va faire monter une jeune fille sur vous. Mettez-vous sur la chaise. Tu mets ton... Donne-moi ta main. Tu vas mettre ton pied gauche sur la poitrine là. Alors lui, il faisait ça un peu n'importe comment. Mais nous, on n'est pas des rigolos. Alors on va monter vraiment debout sur lui. Et tu mets l'autre jambe. Vas-y. Ça va? Donc vous êtes toujours hypnotisé à mort là. Et on va le relever. Ou pas. Ah, bougez pas, vous dormez toujours. Donc, au compte de 3, je vais vous réveiller, vous ne vous souviendrez absolument plus de rien. 1, 2, 3. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Pèse 100 kg, elle en pèse 50. Seulement lui, si je vous fais un spot sur la vidéo, je ne sais pas si vous regardez derrière. Il avait un pied sur le tréteau derrière et une main sur la poitrine. Alors pourquoi la poitrine? D'abord parce que c'est une fille et c'est toujours rigolo. Et ensuite parce que quand vous avez le pied, là c'était le pied de Marina qui était sur sa poitrine, la poitrine est là, le tréteau est au niveau des épaules, bah, mine de rien c'est plus ou moins sous le tréteau. En fait, vous ne portez pas le poids de la personne vraiment, vous êtes juste écrasé par son poids. Oui. L'effort, il n'est pas musculaire, l'effort, il est osseux en fait. C'est vos os qui font, c'est la rigidité de vos os qui porte le corps. Et plus vous êtes cambré, et plus votre colonne vertébrale fait un arc de voûte, et plus la position est confortable. Voilà, donc c'est très impressionnant. Ça fait toujours des jolies photos. Mais est-ce que vous avez trouvé ça super pénible, monsieur? Non, mais je n'aurais pas passé la nuit, quoi. Non, pas la nuit, en fait. Moi d'expérience, je pense qu'on peut porter une personne qui fait sensiblement son poids pendant une bonne trentaine de secondes. Au-delà, ça commence à devenir assez pénible quand même. Et par contre, c'est bluffant, quoi, comme démonstration. Qu'est-ce qu'on avait... Voilà, je vais vous montrer un truc comme ça, c'est assez violent. Hein. Alors, je voulais vous montrer cette vidéo parce que c'est un cas un peu particulier, Myriam Dajo, parce que autant cette conférence s'appelle Illusionnisme et imposture, autant là, il n'y a pas d'illusionnisme et il n'y a pas d'imposture. C'est-à-dire que là, l'épée, elle lui traverse vraiment le corps pour de vrai, quoi. Donc si vous êtes un peu sensible, je vais vous montrer la vidéo, en fait, d'un cas. Vous voyez, la photo, elle est en noir et blanc parce que le cas date pas d'hier, hein, où on voit un gars qui rentre l'épée à travers Myriam Dajo, qui est à peu près dans ce souriant comme ça, quoi. L'hôpital de Bâle, une assistance composée exclusivement de médecins et d'hommes de science est appelée à étudier le cas extraordinaire de Myriam Dajo, hollandais au visage d'ascète, dont le corps peut être transpercé sans dommage par la lame d'une épée. Les garanties dont entoure cette expérience, dirigée par un savant suisse éminent, le professeur Bassini, excluent toute possibilité de supercherie. Ici, le poumon droit de Myriam Dajo a été percé de part en part sans que le patient paraisse en souffrir outre mesure, non plus que du retrait de l'épée. Un examen médical sévère, complété par une étude radioscopique minutieuse, établit sans contestation possible qu'une telle blessure aurait été mortelle pour tout autre que Myriam Dajo. L'étrange Hollandais, qui présente par ailleurs une constitution normale, a déjà subi de nombreuses expériences affectant chaque fois un ou plusieurs organes essentiels. Au cours d'une de ces expériences,
traversé, je crois que ça relève un peu de la légende. Hein. Déjà à l'époque, les médias se sont obligés d'en faire plus à chaque fois pour faire en sorte que ce soit crédible. Mais là, il n'y a juste pas de truc en fait. C'est ça qui est bluffant. Hein. C'est que le gars se fait vraiment embrocher comme un poulet, quoi. Alors évidemment, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une préparation à ça. Hein. C'est que au début, c'est percer un petit peu, c'est percer un petit peu plus, c'est percer un petit peu plus. Et puis à force de ça, en fait, hein, de la même manière que quand vous faites percer les oreilles, au bout d'un moment, en fait, il a un canal qui est fait à travers le corps, et quand son assistant vient et lui met l'épée, il ne lui met pas l'épée n'importe où, il lui met l'épée dans un trou qui est déjà préformé, et le trou est déjà là, en fait. Donc il passe à travers, et c'est pour ça qu'on ne voit pas de sang, en réalité. C'est que le trou est déjà là. Alors, il y a pas mal de, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, on voit son dos, il y a pas mal d'impacts dans le dos, hein. Il y a pas mal de tentatives où ils ont commencé, et là, ils se sont dit, ouais, non, on va juste arrêter. On va tester un peu ailleurs. Mais la prochaine fois que je vois au gamin, il me demande de faire un piercing. Non, même pas qu'elle. Voilà, je voulais finir avec quelques exemples d'autres choses que je ne vais pas vous mettre 200 vidéos non plus, je ne sais pas quelle heure il est, je ne savais pas combien de temps ça prendrait. Il y a un autre exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est l'exemple de Power Balance. Ça vous dit quelque chose, non? Ça, c'est des bracelets qui étaient très à la mode il y a quelques années. Des bracelets en silicone sur lesquels il y avait une sorte de pastille qui ressemble à celle qui est sur votre carte bleue, là, qui fait un petit effet holographique, qui était vendu 45 € le bracelet au début. Et à la fin, les gens savaient plus comment s'en séparer pour finir les stocks. Ils ont été condamnés à peu près dans tous les pays du monde pour escroquerie. Hein. Mais il y a un nombre insensé de vidéos où on voyait des démonstrations faites, on pourra faire la démonstration ici si vous voulez, pour montrer de manière hyper pragmatique l'efficacité du bracelet Power Balance. Moi, j'ai pas de bracelet Power Balance, mais par contre, j'ai une super poupée vaudou hein, qui procure à peu près le même pouvoir des multiplicateurs. Donc, si vous voulez faire l'expérience, si vous vous posez des questions, on pourra la faire. Il y a d'autres démonstrations aussi qui sont vendues comme des trucs absolument extraordinaires et qui ne sont pas tant que ça, en fait. Hein, alors, mais c'est quoi le truc? Un peu comme la catalepsie, là. C'est quoi le truc? Ben, le truc, je vais vous le dire. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas. C'est juste, on peut le faire, marcher sur le feu en réalité. C'est pas aussi extraordinaire qu'il lui paraît, pour une raison qui est assez simple, c'est que la cendre en fait qui entoure les braises, donc avant de faire la démonstration évidemment, il faut venir avec un thermomètre hein, pour bien montrer que les braises sont à 600 degrés, 800 degrés. Mais quand les personnes marchent dessus, en réalité ce qui se passe c'est que d'abord, la quantité d'énergie qui est stockée dans une braise, elle est assez anecdotique, hein, elle est vraiment faible, et en plus, le charbon a une très mauvaise conductivité thermique. Un peu comme, imaginez, vous sortez une plaque de laiton de votre congélateur, vous allez la trouver super froide. Vous sortez un bloc de polystyrène de votre congélateur, il a la même température, hein, mais celui-là, vous allez le trouver beaucoup moins froid. Pourquoi? Parce que la capacité de ce matériau à vous transmettre son absence de chaleur, enfin d'absorber votre chaleur, est assez faible par rapport aux métaux, notamment. Et donc, en fait, marcher sur le feu, alors il ne faut pas déconner, je ne vous dis pas, faites pas ça dans votre jardin de main, parce que le risque de se brûler, si on fait ça dans des conditions à peu près contrôlées, il est relativement faible. Par contre, le risque de se brûler sérieusement, si vous vous brûlez, il est assez fort. Donc si vous cramez, il y a des chances que vous fassiez mal. Une des consignes qu'il faut savoir, c'est par exemple, si vous pouvez marcher pieds nus 15 jours avant pour vous faire un peu de la corde sous les pieds, ça aide. Si vous pouvez, on s'appelle, mettre une serpillière imbibée d'eau au bout du tapis de braise pour vous rafraîchir les pieds, c'est bien aussi. Évitez de courir. Il vaut mieux marcher à plat parce que sinon les braises s'enfoncent vraiment plus dans la peau, donc il vaut mieux y aller à la boule. Si vous sentez, avant d'avoir atteint le bout du tapis, que ça chauffe vraiment, ben, sortez par le côté. Parce qu'il y a une vidéo avec un célèbre Koé, l'animateur, qui voulait faire dans son émission un truc comme ça. Lui, il s'est sérieusement cramé les pieds. Et il y a une autre dame qui a voulu faire la démonstration, elle s'est encore plus sérieusement brûlé les pieds parce que quand elle a senti que ça commençait à devenir insupportable, au lieu de sortir du tapis par le côté, elle a couru pour finir. Alors qu'elle s'est vraiment cramé les pieds très sérieusement. Et sinon, dans des bonnes conditions, c'est plus que faisable, quoi. Il y a également un truc assez bluffant, c'est tremper les mains dans le plomb en fusion. C'est un truc avec un collègue, là, je sais pas où il est, avec qui il est au fond. Ça fait un petit moment que ça me tricote là, en envie de le faire.
Le truc, c'est qu'il faut trouver un creuset dans lequel on va mettre une quantité de plomb suffisamment significative pour pouvoir mettre les mains dedans, et puis avoir une hotte parce que ça génère des gaz qui sont pas super cool. Et le truc, c'est qu'il faut mettre le plomb à une température qui dépasse largement le point de fusion. Le problème, c'est que si vous mettez juste au point de fusion, et que vous trempez la main dedans, vous refroidissez le plomb, vous ressortez avec un gant, donc c'est pas une bonne idée. Par contre, si vous coupez les ongles relativement courts, que vous rasez les poils des mains, et que surtout vous trempez la main dans l'eau avant de le mettre dedans, en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie du plomb, au lieu de passer directement dans votre peau, elle va commencer par chauffer l'eau, vaporiser l'eau, et au lieu d'avoir votre main dans le plomb, vous allez avoir votre main dans un gant de vapeur. Et cet effet s'appelle l'effet Leidenfrost, et c'est un peu celui que vous avez quand vous savez, si vous vous demandez si la semelle de votre fer à repasser est chaude, vous léchez le doigt, vous touchez la semelle et ça fait psst. Voilà. En fait, cette énergie, vous n'êtes pas brûlé le doigt, ou l'énergie en question a vaporisé l'humidité de votre doigt. Quand je dis qu'on met la main dans le plomb, on ne met pas la main dans le plomb et puis on fume une cigarette en même temps. Hein. On rentre la main, on sort la main. Mais ça reste impressionnant quand même. Hein. Les gars de Mythbusters, l'émission américaine, l'ont fait avec des saucisses. Hein, pour limiter les doigts, ils ont un peu de courage de mettre leur marche. Voilà, et puis il y a d'autres vidéos avec des hommes magnétiques, des hommes électriques. L'homme magnétique, on lui met sur la peau, par exemple, un gars qui met une fer à repasser ou une petite cuillère ou des choses comme ça, et qui tiennent à la peau, et on se dit, mais c'est pas possible que ça tienne tout droit comme ça. Et en fait, ça tient de la même raison que, par exemple, si je voulais pousser cette table, au lieu de pousser cette table comme ça, je peux mettre ma main à plat dessus et la faire glisser. Et en fait, la force qu'on arrive à avoir comme ça quand on appuie, la force de friction, en fait, est suffisamment forte pour arriver à tenir quelque chose. Donc, si vous le faites sur une peau qui est pas huileuse, suffisamment prête comme ça, vous arrivez à poser, vous voyez, une petite cuillère, vous faites tenir des choses. Et donc sur la poitrine, l'intérêt, c'est que sur la poitrine, elle n'est pas à la verticale, on le croit, mais elle n'est pas à la verticale, avec une petite pente, et cette pente suffit en fait avec l'adhésion de la peau pour maintenir l'objet, et ça donne l'illusion qu'il y a une sorte de magnétisme qui retient la peau. James Randi, le même barbu qu'on a vu au début, il a proposé dans une émission de télé à quelqu'un qui supportait un truc énorme comme ça, qui était posé sur sa poitrine, un fer à repasser avec 3 briques dessus, quelque chose comme ça. Il a dit, je vous propose de faire exactement la même performance que vous venez de faire, mais juste avant, sur votre peau, on va mettre du talc. Donc si réellement c'est du magnétisme, en principe, le talc, ça ne devrait pas empêcher le phénomène. D'accord? Il a juste réduit la friction, et là, le truc, il tient peu. Voilà. Je voulais finir avec un postambule. Un message aux gens sceptiques a priori. Attention à la généralisation abusive. Hein. Dire qu'il y a des charlatans, ça ne suffit pas à disqualifier tous les praticiens. C'est pas parce qu'il y en a un qui triche que tous les autres trichent forcément. On ne peut pas faire de généralisation. Si on doit enquêter ou traiter ces dossiers, il faut le faire au cas par cas. Le truc, c'est que depuis qu'on le fait au cas par cas, on n'a toujours pas trouvé non plus. Mais ça n'empêche pas que quelqu'un soit éventuellement capable de performer un jour. Message aux gens qui sont plus enclins à ces pratiques. On peut soumettre l'idée que l'alternative est féconde. Peut-être y a-t-il un phénomène, peut-être y a-t-il un phénomène naturel qui réponde à ce qu'on observe, et du coup on n'a pas besoin de faire appel à une hypothèse extraterrestre, ou une hypothèse paranormale, ou un phénomène bizarre. S'il existe une hypothèse naturelle, et ça c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, s'il existe une explication naturelle pour rendre compte des faits, autant retenir cette hypothèse naturelle si on peut faire l'économie d'une hypothèse qui est surnaturelle. Il y a un exemple qui est assez connu là-dessus, c'est, imaginez, je mets un chat dans une boîte, un chat et une souris dans une boîte, d'accord, on ferme la boîte. On vient une demi-heure après, la souris a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la boîte, hein. Il n'y avait pas de caméra, on n'en sait rien. Mais on peut faire des hypothèses. Hypothèse number one, la souris a eu tellement peur qu'elle s'est rendue invisible pour se protéger. Hypothèse numéro 2, elle a eu tellement peur qu'elle s'est téléportée dans la 4e dimension pour échapper au chat. Hypothèse numéro 3, le chat a mangé la souris. On n'a aucune certitude sur ce qui s'est réellement passé dans la boîte. Hein. Et on ne pourra jamais le savoir. Et si on doit retenir une hypothèse, laquelle vous semble la plus vraisemblable? Voilà. Alors, vous voyez qu'on sait que les chats, ça peut manger les souris. Savoir si une souris peut se téléporter, a priori, et savoir si la souris peut se
se rendre invisible, ça aussi, il y a comme un doute. Donc si on doit retenir une hypothèse, autant prendre la moins coûteuse. Vous voyez, ce qu'on sait de la nature suffit à expliquer le phénomène. Vous voyez, c'est quoi le rasoir de calme? C'est ça justement, c'est le principe de parcimonie, ça s'appelle. Rasoir, au sens où ça sert à éliminer les entités explicatives ou les paramètres qui ne sont pas nécessaires en fait. Autre chose, c'est que la charge de la preuve incombe à celui qui déclare. C'est pas parce que quand vous êtes en face d'un phénomène qui est super étrange comme ça ou qui vous interroge, c'est pas à vous de montrer que la personne elle a tort ou qu'elle triche ou quelque chose comme ça. C'est à lui de montrer qu'il a raison en réalité. Hein. Donc quand quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que vous ne croyez pas aux fantômes, la vraie question c'est pourquoi vous y croyez. Et c'est à vous de faire la preuve de l'existence des fantômes et c'est pas à moi de montrer que les fantômes n'existent pas. Et la bonne foi n'est pas un argument, je crois qu'après la vidéo avec les 3 voyants, je crois qu'on peut... On a compris. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions... Ah, j'ai un autre micro ici, si vous avez des questions. Juste une consigne pour le micro, c'est le micro, si vous voulez parler, qu'on vous entende bien, d'abord, il ne suffit pas de le tenir à la main, si vous le tenez comme ça ne marche pas, donc posez-le sur le menton et on sera sûr de vous entendre. Et 2, ne parlez pas si vous n'avez pas le micro dans la main, parce que ça fait aussi office de bâton de parole pour éviter le pugilat dans les débats. Alors nous avons avec nous ce soir pas mal de gars qui connaissent pas mal de dossiers. On a même un des rédacteurs en chef de Hawksbusters, le site que vous devez peut-être connaître si vous faites des recherches sur les canulars en ligne. Il se cache au fond de la salle. On a plein de gars de OZ qui sont par là aussi et qui connaissent pas mal de dossiers, certains mieux que moi. Aucune question? Waouh, on a touché. Ah, non, on a fait ce que je dis. Bonjour. Je ne sais pas s'il marche. Si. Vous avez vu la perche tout à l'heure avec les bracelets Power Balance. Je crois qu'il est temps de vous montrer comment vous pouvez faire marcher votre propre Power Balance devant tout le monde. Alors, c'est pas ma Power Balance, mais c'est ma poupée mystique. Qui veut faire une démonstration? Vous voulez faire une démonstration? Voilà, je vais vous montrer. Vous n'avez pas besoin d'y croire ou pas y croire, vous allez voir, ça marche super bien de toute façon. Donc il y a 3 tests qui sont faits en général. Je vais vous montrer le premier de ces tests que vous allez faire si vous allez vous tenir face aux gens. Comme ça. Vous allez tendre le bras, comme ça, j'ai côté, à l'horizontale. Je vais appuyer sur votre bras et vous allez essayer de résister le plus possible, d'accord? Pour pas que votre bras s'abaisse, hein, d'accord? Donc j'appuie, d'accord? On voit que... Résistez bien. Ah, c'est pénible, hein? Voilà, donc on voit qu'elle a du mal à résister quand même, mais maintenant on va lui demander de tenir la poupée. Vous allez voir que tout à l'heure elle avait une sorte de certain déséquilibre et que ça avait envie de tomber, mais grâce en tenant cette poupée énergétique, là vous allez plus du tout, j'appuie maintenant, attention, j'appuie, résistez bien, et là vous sentez un déséquilibre maintenant? Non? Quelqu'un d'autre veut essayer? Alors il y a un autre test. En fait, ce qui se passe, l'expérience elle est toute bête. Hein. Quand vous le faites avec les bracelets Power Balance, au moment où les gens appuient comme ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent, je pense qu'ils le font de bonne foi, parce qu'ils ne sont pas briefés sur le truc. Hein. C'est qu'à chaque fois que vous voyez la démonstration, quand la personne elle appuie, en fait, elle tire en même temps. Donc la personne est déséquilibrée. Alors que, et en fait, je pense que quand la personne elle le fait, c'est qu'elle tire parce qu'elle anticipe la chute de la personne et en fait, elle la provoque. Et dans le deuxième cas, quand elle lui donne le truc, elle ne pense pas que la personne va tomber. Donc au lieu d'appuyer dans ce sens-là, là, elle appuie dans ce sens-là. Et ouais, c'est imperceptible quand vous faites la démonstration. Merci. Quand vous faites la démonstration, c'est imperceptible. Et faites-le donc en commençant sans le bracelet. Donc la première fois, la personne va tomber parce qu'elle est un peu surprise. Et la deuxième fois que vous allez le faire, d'abord non seulement elle va anticiper le truc parce qu'elle sait qu'elle va tomber, donc elle va un peu se pencher comme au troisième essai vers la droite pour contrebalancer, quoi. Et en plus, elle a le truc dans la main, et puis vous ne poussez pas dans le bon sens, ce qui fait que dans un cas, c'est assez manifeste si vous faites l'expérience vous, faites-le avec vos amis, vous allez voir, ça marche super bien. Vous arrivez à leur convaincre que votre truc, pour voir que ça vaut le coup d'acheter 40 €.
Voilà, il y a 2 autres tests aussi dans la manip qui sont de cet ordre-là, qui sont en avant, mais qui ont fait leur fortune en vrai, hein, à coup de millions. Hein. Bonsoir, oui, je voulais savoir s'il y avait des phénomènes que l'Observatoire des éthiques n'avait pas réussi à démonter de manière naturelle. Ça, c'est la question classique. Hein. Je ne crois pas qu'on ait fait une seule rencontre en fait, dans laquelle on s'est posé la question. Il n'y en a qu'un, moi, enfin, que j'ai en mémoire qui me trouble un peu en ce moment. D'abord, des phénomènes inexpliqués, il y en a plein. Hein. Des phénomènes inexplicables, il y en a éventuellement beaucoup moins. Il y a plein de phénomènes, savoir pourquoi ça il y a des phénomènes qui ont eu lieu, qui sont étranges, sur lesquels on ne pourra pas enquêter parce qu'il n'y a juste pas de données. Ou quelqu'un a vu quelque chose dans le ciel, il l'a rapporté et voilà, on ne peut pas enquêter là-dessus. Donc c'est un phénomène pour lequel, comment est-ce qu'on le classe? Vous voyez, on ne peut pas faire d'enquête sur ce genre de sujet. Le seul sujet sur lequel on a vraiment eu l'occasion d'éventuellement de mettre en place quelque chose, mais c'est extrêmement compliqué, c'est une personne avec qui on est en discussion en ce moment, et c'est assez difficile pour nous. Je vous explique le cas, c'est une personne qui tire des dés, d'accord ? Donc elle roule un dé, en regardant le résultat, elle note le résultat. Elle roule le dé, elle note le résultat. Et après, elle fait la même chose, elle roule les dés, en fait c'est le collier de dés à chaque fois, mais sans regarder les résultats, par contre avec une caméra qui filme. Et après, il regarde la vidéo, et il note les résultats qui ont été vus. Et ce qu'il observe, donc après, c'est qu'il fait un calcul mathématique qui s'appelle le qui 2 pour essayer de mesurer si les scores qu'on obtient et la répartition de caractères aléatoires en fait, du tirage est maintenue. C'est par exemple un test qu'on pourrait faire pour voir si un dé est bien équilibré, hein, s'il n'y a pas une face qui sort plus souvent que les autres. Lui, il fait ce test-là, et ce qu'il observe, c'est qu'il n'obtient pas les mêmes qui 2 quand il tire les dés, quand il regarde les dés que quand il ne les regarde pas. Et pour mettre ça en évidence, ça veut dire il a tiré les dés combien de fois? 20 fois? Non, il a tiré les dés 64 000 fois. Voilà. Tout est enregistré en vidéo, tout est sur un cahier. J'ai ça iPad doc avec toutes les notes manuscrites, avec tous les calculs de moyenne qui sont faits. Et le problème pour nous, c'est que c'est vachement difficile d'investiguer ce genre de truc parce que qu'est-ce qu'on fait? Je dis à mon chef que je prends 6 mois de vacances pour regarder monsieur tirer le dé. C'est super chaud en fait d'investiguer ce genre de choses. Et je sais pas, il y a peut-être d'autres gars de l'OZ ou ici qui ont des dossiers ou qui voudraient faire un. Je sais pas. Non? Ah, on a un Nico Pocus au bout là. J'ai des micros derrière. Moi, j'ai fait une chasse à la panthère noire en début d'année 2013. Donc, je l'ai remporté, je suis le rédacteur en chef adjoint de Ghostbuster.com. Et dans ma région, qui est le sud-est de la France, qui est à Villeneuve-Loubet, il a été reporté une panthère noire qui s'est échappée. Et encore aujourd'hui, je suis ami avec le pompier en charge de l'enquête, qui est un spécialiste des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. C'est la première personne qui a été appelée lorsqu'ils ont vu les traces et qu'ils ont commencé à investiguer. Et il n'y a absolument aucune preuve factuelle, même la trace, elle s'est avérée inexploitable. On n'a absolument rien, mais il y a tout un tas de gens qui sont absolument persuadés qu'il y a une panthère noire dans la région. Et comme on ne peut pas apporter la preuve de l'inexistence de quelque chose, moi j'attends des preuves factuelles, et il n'y en a toujours pas à ce moment-là, mais je ne peux pas affirmer qu'il n'y a pas eu de panthère noire. Voilà, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des cas qui sont inexpliqués ou dès qu'on n'arrive pas à donner la réponse? Oui, il y en a plein en vrai. Ah, une autre question? Est-ce qu'il y a sur le site, par exemple, enfin, moi je ne l'ai pas trouvé parce que je suis allé déjà sur le site de l'Observatoire des éthiques, est-ce qu'il y a un nombre de dossiers ou un archivage de choses qu'on peut voir sur tous les phénomènes justement que l'Observatoire des éthiques a réussi à expliquer? Alors il y a différents trucs sur le site web. Il y a une rubrique qui s'appelle dossier. Donc vous pouvez naviguer soit par type de contenu, c'est-à-dire si c'est des dossiers, des résultats d'expérience, des articles, des choses comme ça, soit par nature du contenu. Par exemple, si vous êtes branché ufologie ou histoire fantastique ou ce genre de choses, vous pouvez aussi naviguer par thème. Et une rubrique qui s'appelle expérimentation, dans laquelle il y a toutes les expériences qu'on a faites. Et il y a aussi
Et donc oui, et sinon il y a le forum sur lequel vous pouvez aller choper des infos. Mais il y a, oui, si vous regardez dans la rubrique dossier, vous verrez il y a toute une liste de sujets qui sont définis avec soit des enquêtes, soit des expériences, soit du travail de dossier, d'archives, une revue de la littérature sur un sujet donné, ou ce genre de choses. Il y a une page Facebook aussi de l'Observatoire zététique sur laquelle on poste l'actualité si vous êtes sur Facebook. Et il y a même un groupe qui s'appelle Zététique sur lequel il y a à peu près 1800 personnes. Et quand vous ouvrez un fil de discussion en disant bah, tiens, sur un sujet donné, en général il y a pas mal de gens qui vont vous poster des liens vers des articles ou des choses qui ont déjà été écrites. Il y a les sceptiques du Québec par exemple, on fait un dictionnaire en ligne où il y a plein de sujets différents. Et sur les sceptiques du Québec, souvent si vous tapez un mot un peu ésotérique ou une théorie controversée, il n'est pas rare qu'il y ait un article des sceptiques du Québec sur le sujet. Il y a également le site de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui fait pas mal de revues de littérature scientifique sur ces sujets-là, avec des articles qui sont assez bien documentés. Donc il y a pas mal de ressources en ligne en fait. Et c'est un truc intéressant, c'est plutôt que de chercher des informations qui viennent flatter vos croyances, c'est intéressant de s'intéresser. C'est intéressant de regarder quels sont les arguments des gens qui ne sont pas d'accord avec vous pour savoir si leurs arguments ne sont pas pertinents non plus. C'est un truc qu'on fait rarement, hein. C'est vrai que quand on est de droite, on va rarement au meeting politique du PS pour voir ce qu'ils y racontent, quoi. Et vice-versa. Alors qu'en toute bonne foi intellectuelle, ça se dit, moi je vais regarder ce qu'eux ils disent, je vais regarder ce qu'eux ils disent, et puis je vais regarder si les arguments ils sont valables, pertinents, est-ce qu'il y a moyen de vérifier en fait ce que dit monsieur machin, est-ce qu'il y a moyen de vérifier ce que dit monsieur bidule, et comment moi je me positionne au début. Alors souvent ce qu'on cherche c'est trouver des arguments qui viennent entériner déjà nos croyances pour les renforcer. Et on cherche rarement à les mettre à les challenger, quoi. J'ai une autre question du tout. Excusez-moi, je sais qu'il y a pas cette question, je me permets. À Grenoble, à l'UP, à Joseph Fourier, je crois qu'il y avait une notion à la fac de zététique. Et elle n'y est plus cette année. Si. Elle est animée par Richard Monvoisin, en fait, qui est un membre du Cortex, qui est un collectif transdisciplinaire qui s'intéresse à ces sujets-là. Je crois que le module s'appelle Initiation à l'esprit critique et autodéfense intellectuelle. C'est ça. Et si, c'est toujours. Je crois même qu'il a deux classes tournantes. C'est toujours d'accord, autant pour moi. Voilà. Bonsoir. Du coup, il y avait une petite démonstration sur l'hypnose tout à l'heure. Alors, évidemment, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes intéressé à l'hypnose médicale et les opérations? Oui, en fait, c'était l'objet du café science auquel je participais hier soir. En fait, vous voulez qu'on en parle un peu du coup? Oui. Alors, donc ce qu'on voit en fait dans l'hypnose médicale, souvent ce qu'on entend, c'est que ça remplace l'anesthésie. En vrai, les deux médecins que j'ai vus hier, ils disent pas que ça remplace l'anesthésie, hein. Ils disent que ça modifie le type d'anesthésie. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'opérations qui sont faites où on fait une anesthésie générale tout simplement parce que ni le médecin ni le patient ont envie de connaître le traumatisme, de voir ce que c'est que de se faire enlever une broche ou de faire une opération compliquée. En fait, c'est compliqué si vous êtes en train d'opérer quelqu'un et que d'un seul coup il se met à paniquer et puis qu'il se lève et qu'il quitte la table d'opération. C'est compliqué, quoi. Et puis il y a des choses qui peuvent être traumatisantes, le bruit des machines, le fait, je ne sais pas si vous sciez un os, enfin, je ne pense pas qu'il fasse ce genre de truc sous hypnose non plus, mais il y a des conditions dans lesquelles il y a un choc traumatique, si vous pouvez l'éviter en endormant le patient complètement, on le faisait. Le truc c'est que maintenant on s'est rendu compte que c'est peut-être pas nécessaire d'endormir complètement le gars. Par contre si on fait une opération, une anesthésie locale, et qu'on accompagne psychologiquement la personne pour lui éviter la panique, la plonger dans un état d'esprit réconfortant, en faisant de la relaxation, en lui parlant doucement, en étant apaisé. Est-ce que vous vous souvenez de vos dernières vacances? Vous étiez sur la plage. Voilà, on met en place une atmosphère en fait qui favorise la relaxation, le détournement d'attention, qui lève l'appréhension. On va, au lieu de vous emmener dans la salle de chirurgie, vous mettre un masque sur la tête et pof, l'affaire elle est entendue, vous êtes shooté, on va vous amener un petit peu avant, on va vous présenter les lieux, vous allez...
Voilà, et tout ça, ça participe au fait que ça lève cette appréhension et ça permet de faire uniquement une anesthésie locale, tout en évitant le choc psychologique de l'invasion du corps et ce genre de choses. Donc c'est a priori une super bonne idée. Hein. Ce à quoi on peut mettre éventuellement un bémol, c'est que c'est un biais qu'on appelle le sophisme du pragmatisme, c'est qu'on vient de valider toute une théorie qui est basée sur l'inconscient, avec des choses qui sont pas vraiment fondées, en tout cas qui n'ont pas fait l'objet de validation vraiment carrée, et qu'on vient de valider ces théories en faisant le constat pragmatique de l'efficacité. C'est-à-dire que ça se trouve, ça marche vraiment, enfin on constate hein, que ça marche super bien, mais ça se trouve, ça ne marche pas pour les raisons qui sont invoquées par les hypnotiseurs, mais pour d'autres raisons. Voilà. Moi, c'était l'objet du débat hier soir, c'est que mon point de vue, c'est qu'on peut faire l'économie du mot hypnose, parce que l'état qu'ils appellent de transe dans lequel ils mettent les gens, il me semble qu'on pourrait juste appeler ça de la relaxation, quoi. Un état de relaxation dans lequel on plonge les gens. Moi, j'y étais hier à visite. Ah, plus que ça, c'est-à-dire quoi ? Plus que la transe. Ah non, ils revendiquent, ils utilisent le mot transe par exemple. Moi je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser le mot transe ou le mot hypnose et qu'on peut défendre l'idée que eux ils pensent qu'il y a réellement un état hypnotique qui est très spécifique et que quand on est en état d'hypnose on n'est pas dans un autre état. Bon, la question que je me pose c'est est-ce que quand on est dans un état de relaxation de ce type-là, est-ce qu'il y a une différence entre l'hypnose et l'état de relaxation quoi ? Ça c'est pas avéré en réalité. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Je confirme, j'ai une expérience personnelle assez amusante sur le sujet, puisque j'ai eu un gros accident de moto, j'ai eu une broche dans le bras, et on m'a donné le choix anesthésie générale ou anesthésie locale, donc il y avait le choix anti-risque pour l'anesthésie générale, j'ai choisi l'anesthésie locale, et ils m'ont loupé pour l'anesthésie, c'est-à-dire qu'ils vous plantent sous le bras, là, pour vous enlever une broche dans le poignet, ils vous plantent sous le bras, ils envoient des impulsions électriques, et quand ils chopent le bon nerf, ils anesthésisent, ils le font 3 fois. Moi, ils l'ont fait 1 fois et demie, même pas 2 fois. Et donc, je pouvais bouger ma main quand j'étais sur la table d'opération. Et je discutais avec le chirurgien m'a même laissé regarder. Donc, ça ressemble un peu à Terminator, c'était assez rigolo. Et j'avais pas d'anesthésie, et j'avais pas d'hypnose, pas d'hypnose du tout. Et avec une anesthésie locale, même à moitié loupée, ça marche très très bien. On se fait opérer, on entend le bruit des vis qui s'enlèvent. La visseuse et tout. Mais je pense que ça dépend vraiment de la nature des gens en fait. Il y a des gens qui ont. Il peut y avoir une grosse appréhension. On sait par exemple que. Moi j'ai regardé il y a encore 2 jours de ça sur internet, il y avait une vidéo qui était assez rigolote, enfin rigolote, un peu dramatique, hein, où il y a une jeune fille à qui on devait faire une prise de sang, donc pour mettre une aiguille dans la veine et puis lui retirer 5 cm de sang quoi. Et elle hurlait, mais elle hurlait, alors que l'aiguille n'avait pas encore touché quoi. Et donc je pense à ce moment-là, si vous faites vraiment une imagerie cérébrale à ce moment-là, il y a vraiment une sensation de douleur dans sa tête, quoi. Le truc, la question c'est, est-ce qu'on peut lui dire ou lui faire quelque chose pour lever cette appréhension ? Pas forcément lui montrer l'aiguille si c'est l'objet de toutes ses peurs, mais prendre 5 minutes avant de lui planter l'aiguille pour la calmer, quoi. Et puis après, on peut faire un détournement d'attention, quoi. Par exemple, dire « Ah, regarde, parce que c'est ce qu'on voit dans ou lui parler de regarder dehors et de regarder, vous voyez, dehors et tout, regardez votre environnement et tout, on va parler d'autre chose. Moi, je comprends là. Je voulais savoir comment on devient membre de l'Observatoire. Alors, il y a une cérémonie d'intronisation. Un rituel sataniste ou... Voilà. Et puis après, il faut verser à peu près 1/4 de votre salaire mensuel. Non, en fait, c'est assez simple. En fait, il suffit d'envoyer un mail à contact@zététique.fr, vous en faites la demande, et puis après, on en discute un peu avec les gens, en fait, pour une raison qui est simple, c'est qu'on veut s'assurer que dans l'association, on soit... qu'il y ait une sorte d'homogénéité dans l'association pour éviter l'explosion, en fait. Donc il y a des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas dans l'association, par exemple. On ne discute pas politique, tout simplement, parce que c'est le meilleur moyen de faire exploser une assoce. On se concentre sur les choses pour lesquelles on peut se prononcer de manière fiable, sur les choses sur lesquelles on peut faire des expériences. Donc voilà, on en discute avec les gens, on leur dit voilà ce qu'on fait à l'Observatoire zététique, voilà comment on le fait. Si vous adhérez à cette idée-là, vous êtes bienvenus. Si ça vous pose problème, reconsidérez votre adhésion.
Donc on n'a pas la velléité de devenir une association avec 200 000 personnes. On est à peu près 30 ou 40 aujourd'hui et ça ne nous dérange pas de ne pas être très gros. Parce qu'au bilan, quand on regarde comparé par exemple aux autres associations européennes qui elles sont plusieurs milliers, on a un bilan d'activité qui fait pas honte, quoi. On n'est pas beaucoup, mais par rapport au nombre qu'on est, on fait quand même pas mal de trucs. Donc voilà. Il suffit de nous écrire et puis on en pose un peu pour vous expliquer ce qu'on fait. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les statuts de l'association aux gens et le règlement intérieur, on leur demande de les lire et de juste faire une déclaration sur laquelle ces statuts leur convient. Et voilà. Et c'est national ou c'est que basé sur... On est à Grenoble, mais on a des membres qui sont même en Belgique. Voilà. On a des membres lyonnais. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a une poignée de Chambériens qui sont hyper pénibles. Ils sont bien, les Chambériens. D'autant que la présidente est chambérienne, autant pour moi. Les Chambériens sont très bien. Et il y a d'autres associations, il y a le CAS à Nice, le Centre d'analyse zététique, il y a le laboratoire de zététique également à Nice. Il y a à Marseille aussi, enfin il y a pas mal d'associations de ce moment-là qui sont, on parlait de la FIS aussi tout à l'heure, il y a aussi deux associations qui sont un peu plus ancestrales comme l'Union rationaliste, eux ils sont assez hardcore quand même, et qui sont bien plus vieux que nous. L'association et les membres sont plus vieux que nous, je pense. Parce qu'on reste une poignée de gamins quand même. À AZ, la moyenne d'âge n'est pas super élevée. On a deux jeunes fringants là. Question ou oublie l'affaire? Eh bien, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée.